Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Guyane. La France est-elle en train de perdre pied dans ses outre-mer ? Et en seconde partie, affaire Mohamed Amra, la preuve de la faillite de l'État ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est une très grosse pointure qui inspire le respect. C'est en premier lieu un intellectuel. Il est passé par les plus prestigieuses écoles, la Fac de droit de Paris, HEC, Stanford, l'Institut des hautes études de défense nationale et l'Institut des hautes études de sécurité intérieure. Universitaire aussi, car il a enseigné dans les non moins prestigieux établissements comme Sciences Po, l'ENA, l'École nationale de la magistrature et HEC bien sûr. Mais ce n'est pas un pur esprit. Il a été 5 ans officier au sein des commandos du service action du contre-espionnage français. Cette unité militaire secrète française chargée des opérations clandestines est la plus dure des unités de commando. Universitaire, espionnage, défense nationale, cela suffit pour remplir la vie d'un homme accompli. Eh bien non, pas pour lui. Il a aussi donné son énergie pour redresser des entreprises en grande difficulté comme Suchard ou Mongrain, dont dépendent 22 000 producteurs. Après les années 2000, il se met au service de l'État en étant le patron du renseignement à la DGSE ou comme haut responsable chargé de la lutte contre l'intelligence économique. En fait, il a mené au moins 3 vies. Rien d'étonnant alors qu'il ait cumulé les plus grandes distinctions. Il faudrait toute une émission pour faire cette biographie détaillée, une vie consacrée au service de l'État, un État pourtant qui ne lui pardonnera pas ses prises de position sur la Russie. C'est donc un homme courageux que nous avons ce soir. Je vous demande d'accueillir Alain Juillet. Asseyez-vous et on peut en profiter d'ailleurs pour applaudir le public aussi, toujours aussi nombreux et fidèles. Merci à vous tous d'être présents. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. C'est une première, je crois, dans Bistro Liberté, parce que vous connaissez bien TV Liberté. Oui, mais je connais bien TV Liberté parce que je fais des émissions le samedi avec Élise Blaise. J'en ai fait 3. Mais c'est tout, hein, donc je ne suis pas du tout, c'est une découverte. Eh bien écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir. Alors, il y a une tradition dans cette émission, hein, c'est donc Martial Bill qui a lancé cette émission, donc il y a des sociétaires dans chaque émission, donc qui nous accompagnent pour vous interroger, nous faire part également de leur point de vue. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors tout d'abord, on est ravis de le retrouver à chaque fois, chacune de ces interventions ont marqué. C'est l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo. Bonsoir Yves. Ça va, vous allez bien depuis les dernières émissions ? Très bien. Oui, mais c'est des sujets que je maîtrise moins bien, donc ça, je suis un peu inquiet de savoir ce que je vais pouvoir dire. Eh bien justement, on va voir, mais je suis sûr que vous vous sous-estimez. À vos côtés, on est ravis de le retrouver aussi. Il était venu dans plusieurs Bistro Liberté, ça avait été épique aussi à chaque fois. C'est notre ami Bruno Attal, on peut l'appeler bien fort. Alors, mon cher Bruno, je crois qu'il y a un événement pour vous, puisque vous signez votre premier livre, c'est ça ? Tout à fait. Un flic qui a liquidé. Tout à fait, c'est sorti il y a 3-4 jours. Je suis super content. Et ça cartonne déjà, oui. Ouais, parce que je suis déjà en rupture de stock sur Amazon. Bravo. Donc voilà, bravo, je suis assez étonné. Donc ça parle de quoi ce livre ? En gros, c'est un livre qui est coupé en deux. Les premières parties, c'est toute ma vie de policier, mes interventions qui ont vraiment marqué, et surtout comment l'administration nous met des bâtons dans les roues pour ne pas travailler pour l'intérêt général, mais plutôt pour un major, un officier, et jusqu'en haut, jusqu'à un ministre pour faire des belles statistiques. Donc ça, c'est la première partie du livre. La seconde partie du livre, c'est comment je suis arrivé dans des émissions, comment je me suis retrouvé une personnalité publique. Il y a quand même quelques anecdotes ou pas ? Oui, mes rencontres avec Éric Zemmour, mes rencontres avec Cyril Hanouna, avec Monsieur Dupont-Aignan, avec... Bon, racontez-nous là, une petite anecdote. Non, il n'y a pas d'anecdote.
anecdote sur, je sais pas, Raquel Garrido, par exemple, au hasard? Vous avez parlé d'elle, ça avait été... Oui, elle a menacé, à chaque fois que je fais des révélations, elle menace certains journalistes. Là, le procès en diffamation va bientôt arriver. Elle a été mise en examen, donc je suis assez fier de mettre en examen des députés de la République, de la France Insoumise. Et j'espère la faire condamner lourdement pour les diffamations qu'elle a eues à mon encontre. Voilà. Mais voilà. On rappelle votre situation actuelle. Vous êtes. J'ai des ennemis partout. Voilà. Je suis l'ennemi de Darmanin, je suis l'ennemi de la France Insoumise, je suis l'ennemi des islamo-gauchistes, je suis l'ennemi des homophobes, je suis l'ennemi des anti-flics. Et ça me va très bien et je le supporte très très bien. J'aime être détesté par ce genre de personnes. Vous en êtes où avec Darmanin? Parce que aujourd'hui, vous avez été révoqué même. Voilà, j'ai été révoqué de la police nationale en tant que délégué syndical. Je suis le premier délégué syndical. C'est pas rare, c'est exceptionnel, ça n'existe pas. Je suis le seul délégué syndical de France à avoir été révoqué pour avoir critiqué le gouvernement. Donc voilà, donc il y aura aussi un procès. Je pense que 2025, ça sera mon année. S'il n'y a pas de juge rouge, normalement, je devrais les gagner. Voilà. Mais en tout cas, c'est le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, on est ravis de vous avoir Bruno Attal avec nous. À nos côtés également, enfin plutôt à ma gauche, à votre droite si vous nous regardez, Régis Le Sommier, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Alors Régis, je te connais, donc je vais te tutoyer, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que tu viens des médias mainstream, tu avais travaillé aussi à Paris Match, dans tous les... Et tu es aujourd'hui une des figures de proue des médias dits alternatifs, puisque, on le rappelle, tu es à la tête aussi d'un non moins collègue, mais ami média alternatif qui s'appelle Omerta, c'est ça? Qui s'est fait remarquer à la fois parce qu'il y a à la fois des émissions, bien sûr, sur YouTube, mais il y a aussi des magazines, notamment un hors-série. Magazine et documentaire aussi. Voilà. Une application, donc il y a plein de choses. Oui, il y a un hors-série qui est actuellement en kiosque sur 2 ans de guerre en Ukraine, mais vu par... à la fois l'analyse d'Éric Denocé, donc du CF2R, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche sur le renseignement français, et en même temps du reportage de terrain. C'est pas du tout du contenu LCI. C'est-à-dire c'est pas par des gens qui ont entendu, qui ont dit, etc. C'est fait par du concret, et c'est toutes les articulations de cette guerre en Ukraine dont tu es un éminent spécialiste. Hein, oui, mais moi je voudrais que ça cesse. Je voudrais que ça cesse. Je suis chaque fois effondré de voir que ça continue, et qu'on trouve au nom du bien toutes les raisons pour faire en sorte que ça va encore reprendre pendant 6 mois, pendant 1 an, avec le compte qui se fait, c'est-à-dire cette espèce de saignée véritable. C'est une guerre qui ne bougera fondamentalement pas dans 6 mois. Quel regard, d'ailleurs, parenthèse, allez juste... Mais il y aura 50 000 morts. Quel regard vous portez voilà. sur l'évolution de ce conflit en Ukraine, avant de te présenter, mon cher Jérémy, sur l'évolution de ce conflit en Ukraine, vous pensez que ça va se terminer cette année? Moi, personnellement, non. J'ai pas l'impression. J'ai vu que le président Poutine avait nommé un économiste au ministère de la Défense. C'est plutôt un très mauvais signe. C'est plutôt un signe que on s'installe justement dans une économie dirigée vers cet effort de guerre. Côté ukrainien, on voit des rafles d'hommes valides pour les envoyer au front, des scènes absolument épouvantables. Il n'y a plus de réserve en Ukraine, donc on fait avec ce qu'on a. Là, les Ukrainiens viennent de décréter... La Russie a déjà gagné cette guerre, d'après vous? Pour moi, oui, mais en fait, elle l'a gagnée, mais si vous voulez, sur le champ de bataille, c'est du grignotage. Donc ça veut dire que les gens meurent par centaines des 2 côtés pour conquérir des villages. C'est ça qu'il faut garder en tête. On est dans un régime, pour moi, qui est plus proche de 14-18, avec des bouts de terre comme ça, auxquels, là, les Russes ont repris 2 villages. Je prends ces 2 exemples, Klishivka et Robotine, qui sont des villages qui avaient été arrachés par l'Ukraine lors de sa contre-offensive de l'année dernière, avec un prix en hommes incroyable. Là, les Russes ont repris ces villages aussi avec un prix en hommes considérable. Alain Juillet, avant de commencer, c'est votre point de vue aussi, la Russie, d'après vous, a gagné cette guerre à ce stade? Moi, je suis un peu plus optimiste que Régis Le Sommier. Je pense que la guerre se terminera avant la fin d'année. Et pour 2 raisons, je vais entendre un raisonnement en tiroir, c'est que je pense que Trump a toutes les chances de passer. Or, Trump a dit à la télévision, dès que je suis élu, j'appelle Poutine, on règle le problème ukrainien. Donc je pense que dès qu'il sera élu, il va appeler Poutine et il arrêtera le problème. Et il faut l'arrêter parce que, alors, par contre, depuis le début, moi, comme beaucoup ici, moi je défends la théorie, c'est pas une théorie, c'est une réalité d'ailleurs. C'est pas des promesses de campagne en l'air. Il faut négocier, parce que à quoi ça sert de tuer des gens? Mais il peut vraiment y arriver, pour penser, Donald Trump? C'est pas juste une promesse. Oui, mais c'est facile d'y arriver. Ah bon? On sait très bien, on sait depuis le début comment ça se passera, ce qu'il faut négocier. La seule question, c'est Odessa.
La seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Odessa entre les Russes et les Occidentaux? C'est tout. Parce qu'Odessa, Non, mais si. vous savez que c'est en fait on retrouve les accords de Minsk. Les accords Mais de oui, Minsk, c'était quelque chose qui était très exactement, bien fait. Oui. Il a fallu, je sais plus, presque 1 million de morts pour retrouver les accords de Minsk. C'est lamentable. Et l'interrogation, c'est vrai, c'est Odessa, parce que s'il y a une Ukraine, il faut bien savoir que l'Ukraine, c'est 2 pays, c'est les Russes et les non-Russes. Et Odessa est le problème pour un pays qui existe comme l'Ukraine sur les mers. Si elle a plus Odessa, que la Russie prend Odessa, c'est un problème. C'est vrai que ça tue un peu l'Ukraine. Et c'est vrai que ce débat-là, il existe. Je ne sais pas, mais je pense que, moi, j'ai tendance à penser que dans la négociation, l'Ukraine peut récupérer. Non, vous oui, nous mais je gardez. pense est-ce que la question, c'est est-ce que ils acceptent, s'il y a le problème de l'OTAN, bien sûr, mais en supposant qu'on peut penser que les provinces russes resteront russes, hein, le Donbass, la Crimée restera russe, que les autres feront là une politique occidentale, est-ce qu'on acceptera l'OTAN en Ukraine et surtout l'OTAN à Odessa? Parce qu'Odessa, c'est à 300 km de Sébastopol, qui est la principale base militaire navale russe. Et souvenez-vous des Américains, quand à Cuba, les Russes sont venus s'installer, eh ben, ils n'ont pas voulu en entendre parler. On était près au bord de la guerre mondiale. Donc là, Odessa, c'est un peu la même problématique. Donc c'est ça la question. C'est pour ça que je dis que c'est ça le problème. Sur l'Ukraine, il faut bien comprendre que l'Ukraine a été créée artificiellement. Quand les Soviétiques ont créé l'Ukraine, je crois que c'était Khrouchtchev d'ailleurs avec Staline, il y avait les grandes masses de terrain ukrainiens qui faisaient du blé. Ils n'avaient pas d'industrie. Et donc, ils ont rajouté ces régions industrielles qui étaient Donetsk et le Lugansk dans l'Ukraine, mais qui sont pro-russes. Et c'est en fait un rassemblement artificiel qu'on n'a pas voulu accepter. En Tchécoslovaquie, par exemple, en 92, on savait qu'il y avait la Tchéquie et la Slovaquie. On a coupé en deux. Là, on n'a pas voulu, on a fait une affaire là. Allez, puis le dernier, je ne l'ai pas oublié, bien évidemment, des sociétaires cette semaine. C'est un petit peu maintenant une habitude pour lui. Hein. C'est Jérémy Marquis, on peut l'applaudir bien fort. Influenceur, également journaliste à Radio Courtoisie. Ça va, Jérémy? Ça va très bien, et toujours un plaisir d'être là. Eh bien, pour nous aussi. Et puis, évidemment, on n'oublie pas Ignace, qui est le dessinateur de Bistro Liberté et qui va nous gratifier de ses dessins, donc en direct. Merci beaucoup, mon cher. Et puis, évidemment, Charles Mathieu, qui nous a rappelé qu'il sait toujours aussi bien ouvrir les bouteilles. Voilà. Alors, premier débat dans un instant, mais avant, on va parler de quelques questions d'actualité avec nous. Donc, je le disais, Alain Juillet, vous êtes un ancien de la DGSE, donc on va commencer cette émission, si vous voulez bien, en parlant d'un sujet que vous connaissez bien, l'espionnage. Plusieurs affaires ont été révélées d'espionnage chinois, notamment au Royaume-Uni. Est-ce que cela vous a étonné et est-ce que cela vous inquiète? Non, parce que c'est dans l'ordre normal des choses, si vous voulez. Tous les pays espionnent, chaque pays espionne les autres pays pour avoir des informations, pour comprendre, enfin pour de multiples raisons. Bon, on sait que les Chinois... Enfin, la Chine, on en parlait un peu, on n'en parlait pas tant que ça, finalement. Mais oui, mais elle le faisait simplement maintenant, si vous voulez, elle le fait beaucoup, alors ça se voit, et peut-être qu'on est aussi plus sensible qu'avant, hein. Mais il faut bien dire que nous avons des affaires d'espionnage en permanence qui éclatent. Alors bien sûr, quand ce sont nos ennemis, on en parle, quand ce sont nos amis... on évite d'en parler, mais dans la réalité, tout le monde nous fait de mauvais coups. C'est ça, la vérité, elle est là. Alors pourquoi je vous demande ça et pourquoi je vous parle de ça en entrée d'émission? Parce que justement, vous qui avez bien connu et qui connaissez toujours bien évidemment le niveau de l'espionnage en France, le contre-espionnage français, est-ce qu'il est encore au niveau aujourd'hui pour faire face à toutes les menaces auxquelles nous sommes confrontés? Honnêtement, maintenant vous avez une liberté de parole. Oui. Non, je crois qu'on peut répondre là-dessus. Quand on avait la DST, à l'époque, qui était le contre-espionnage français contre les espions étrangers, hein, on est bien d'accord, hein, on parle de ça. Hein. La DST était reconnue comme un service très efficace. Bon, depuis, elle a été intégrée dans la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et dans lequel elle continue à être efficace pour une raison très simple. C'est que quand, à l'époque, c'était Squarcini, quand Bernard Squarcini a été nommé pour former la DGSI, il a créé la DGSI sur la base de la DST en éliminant les gens des RG. Les renseignements généraux. Ce qui fait qu'on continue à avoir une bonne structure, une très bonne structure sur le plan de
de l'espionnage, si vous voulez, et de la lutte contre les espions. Et par contre, comme on a perdu les RG, on avait perdu, ça revient, mais on avait perdu cette capacité par rapport aux groupes terroristes. Ce qui explique pourquoi, pendant quelques années, il y a eu en France un flottement. Il faut dire la vérité. Les renseignements généraux, ils ne portent plus ce nom, mais il y a des groupes à la DGSI qui font le même boulot que les renseignements. Voilà. Ah non, mais au départ, ils avaient tout coupé. Et puis non seulement on a fait ça, mais on a créé le SRT, le service central de renseignement territorial. Et ce qui fait que maintenant, oui, on est revenu à un niveau qui est bon. On en a fait la preuve. C'est que, on l'a vu, là c'est officiel, on a arrêté un certain nombre d'opérations malsaines, je dirais, en France, sans problème. Quoi. Ça, c'est sur le renseignement intérieur. Sur le renseignement extérieur, on observe qu'il y a quand même quelques lacunes, notamment avec ce qui s'est passé en Afrique. On a eu une succession de coups d'État dans des pays qui étaient quand même assez proches de la France et où la France opérait avec des opérations militaires, que ce soit au Gabon ou au Niger. On n'a pas eu l'impression que les services de renseignement extérieur étaient particulièrement au courant de ce qui allait se passer. Alors ils disent qu'ils avaient prévenu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a rétorqué que non, il n'avait pas été prévenu. Mais la conséquence, c'est qu'on n'a rien vu venir et qu'on avait botté en touche quand c'est arrivé. Donc je ne suis pas sûr qu'à quelques années, on aurait eu ce problème-là. Je ne vais pas défendre mes petits camarades, mais en général, j'ai rarement vu, moi, quand il y a un loupé quelque part, j'ai rarement vu les responsables dire c'est nous. Donc c'est toujours la faute des services. Toujours. Alors je ne dis pas que les services ne font pas de faute. Mais je pense qu'il faut être prudent. Ah oui. Est-ce que la France a politique, tout dépend de l'intérêt politique de fermer les yeux, de les laisser ouverts, parce qu'on peut parler aussi de l'intérieur avec les gilets jaunes, avec les black blocs qui pénétraient, tout le monde savait que voilà. Et quand des fois il faut fermer les yeux, on les ferme, et puis d'autres fois on les ouvre. Pour ce qui est de l'Afrique, il y a quand même, on a vraiment l'impression que la France a été prise totalement par surprise. Moi, je me souviens le Mali, j'y ai pas mal traîné à l'époque avec Barkhane. J'ai fait beaucoup de reportages. J'y étais quelques mois avant le coup d'État d'août 2020. C'était quelque chose qui avait absolument pas été prévu. Enfin, du point de vue du ressenti des militaires, je discutais avec des officiers on sent un petit peu le pouls de ce qui se passe. Le tempo de l'opération Barkhane était fabuleux. C'est-à-dire que élimination des chefs djihadistes, présence, les bases se construisaient, on développait celle de Ménaka, on allait faire celle de Gossi. Bref, la France, on allait même accueillir une structure de l'OTAN sur celle de Ménaka. Et puis, en même pas un an et demi, tout ça est parti à vol de l'eau. Ça nous a coûté un fric monstrueux, mais on a décroché l'une après l'autre de nos emprises, et on sentait bien que, du point de vue de la DRM, déjà, il n'y avait pas de sensation que ça allait. Mais le coup d'État n'a absolument pas été prévu. Enfin, oui, mais alors, si vous voulez, par rapport à ça, je crois qu'il y a deux choses. Vous avez raison. La première, les Français en Afrique, lorsqu'on a été dans la première opération. La première opération, on faisait de la projection. C'est-à-dire qu'on envoyait des troupes pour faire une intervention sur un groupe djihadiste. Et ça, on est les champions du monde. On était très bons. Et on a fait la démonstration, on a été très bons. Mais après, la deuxième opération, on a fait quelque chose qui, chez les militaires, est une vraie bascule. C'est-à-dire qu'on a dit, on ne fait plus des projections partout, on va s'installer. Pour la population locale, quand on arrivait pour bloquer les djihadistes, c'était une guerre de libération. Quand on s'installe, on devient une troupe d'occupation. Et rien qu'avec ça, vous comprenez l'état d'esprit que peuvent avoir les gens du coin. Oui, mais nous, Français, on semblait ne pas s'en être rendu compte. Ah oui, mais c'est ça la chose qui est incroyable. Indiscutablement, on ne l'a pas vu venir. Au niveau du renseignement qu'au niveau de la décision. Je ne vais pas vous dire que c'est évident qu'on n'a pas vu venir. Et c'est grave, parce qu'on n'a pas vu venir au Mali, puis on n'a pas vu venir au Niger. Exactement. On l'a pas vu venir, on l'a vu venir. Alors, en revanche, moi, il y en a une question que j'aimerais vraiment vous poser, parce que c'est celle qui... On l'a vu venir. Ouais, on va y venir. On va en parler de la Nouvelle-Calédonie dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais votre avis sur un autre sujet. Alain Juillet, il est lui aussi au renseignement, mais intérieur cette fois-ci. Comment est-ce que vous évaluez le risque attentat pendant les JO de Paris? Parce que là, c'est imminent, là, c'est dans un mois. Est-ce que ce risque est... Est-ce que la sécurité sera à la hauteur de ces JO, d'après vous? Oui, mais je pense que, si vous voulez, les services de sécurité français, qu'ils soient en interne ou externe, c'est pareil, les deux côtés, sont des gens qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, ils vont pas être mauvais pendant les Jeux, alors qu'ils sont bons depuis un certain temps. Attendez, mais la question, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'on peut pas... On peut
faire un certain nombre de choses, mais il faut aussi que le politique ou le décideur, si vous voulez, sache aussi rester dans des limites qui permettent de protéger. Et là, on a les conditions sont réunies ou pas? Attendez, vous êtes inquiet ou pas? Oui, Avant parce que, ces JO. oui, parce que je pense que même si on a réduit le nombre de gens qui iront sur les bords Cérémonie de la d'ouverture, Seine, ouais. moi je continue à penser, comme C'est un risque. beaucoup, que la Seine c'est une folie. Alors ça peut passer, et tant mieux, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un problème qu'autre chose. Parce qu'il peut y avoir des quantités de problèmes différents, si vous voulez, pas seulement du terrorisme pur. Un imbécile avec un couteau, s'il est au milieu de la foule, c'est la pagaille générale et les gens sautent dans l'eau. Seulement qu'on est à 10 mètres de haut, il s'écrase sur les quais en dessous. Eh oui. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ça sera la première fois qu'on aura une cérémonie d'ouverture oui. hors un stade, et entre assurer la sécurité dans un stade et sur les quais, ça n'a rien à voir. C'est une prise de risque qui est juste gigantesque, Exactement. surtout actuellement. Et donc c'est une mauvaise décision. Alors j'espère que tout se passera bien, mais si ça se passe mal, de toute façon, quoi que nos politiques ne sautent plus. Mais les services de renseignement, moi je reviens à ça, est-ce qu'ils sont suffisamment armés pour faire face à cette menace aujourd'hui? Attendez, et puis les services de renseignement français, c'est officiel, d'ailleurs, travaillent avec les services de renseignement étrangers, il y a des échanges dans tous les sens, parce qu'évidemment, pendant cette période-là, il faut éviter qu'il y ait des problèmes. Donc tout le monde se mobilise, et les étrangers sont aussi intéressés que nous, parce qu'ils ont aussi des athlètes. Donc personne n'a intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Mais il ne faut pas non plus, si vous voulez, trop exiger. Je pense que le risque pendant cette période n'est pas tant qu'il y ait une attaque terroriste dans Paris pendant les Jeux Olympiques, mais plutôt le risque de déstabilisation dans les autres parties du territoire. Parce que peut-être que Bruno pourra réagir là-dessus, on va avoir énormément de policiers qui vont être mobilisés dans la capitale, et donc il y a des policiers, il y a des forces de l'ordre qui vont manquer partout ailleurs sur le territoire. Et donc ça va être du pain béni pour tous les voyous, etc., qui vont avoir en fait le champ libre, parce que pendant un mois et demi, il n'y aura plus de forces de l'ordre, ou en tout cas beaucoup moins. C'est vrai ça ou pas, Bruno? Oui, évidemment. On ne pourra pas démultiplier les services de police. Donc forcément, il va falloir faire des choix. Et oui, ça risque d'être compliqué, sachant qu'en plus le recrutement des agents de sécurité, des informations que j'en ai, n'est pas vraiment optimum, parce qu'on a besoin de tellement de monde qu'on prend n'importe qui, n'importe quoi. Et on l'avait vu au Stade de France, où on prenait n'importe qui, les fameux Anglais de Darmanin, et voilà, ça a été le boxon pas possible. On va prendre des retraités, là, je crois. On prend des retraités, on prend des... Alain Juillet, je voudrais aussi vous parler, dans cette première partie introductive, de l'émission du Proche-Orient. Le Hamas a repris l'envoi de roquettes sur Tel Aviv. Oui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une reprise du conflit en haute intensité d'après vous? Ah non, mais alors là, on a dit le Hamas a envoyé des roquettes, mais il en avait déjà envoyé quand les Israéliens sont repliés de Khan Younes. 2 heures après, il y a une roquette qui est partie de Khan Younes. C'était une démonstration de la part du Hamas en disant « Quoi que vous racontiez, on n'est pas détruit ». Et ça, c'est dans cette histoire-là, si vous voulez, d'un côté, vous avez les Israéliens qui vous disent « On est en train de détruire le Hamas », et le Hamas qui dit « Vous n'y arriverez pas ». Ce que d'ailleurs c'est l'avis de tout le monde. Et votre point de vue, c'est quoi? Ils n'arriveront pas à détruire complètement le Hamas, c'est évident. Donc c'est la solution, là encore, la solution, elle n'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Vous pensez qu'Israël est allé trop loin dans ce conflit, comme certains émettent cette critique? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'Israël a abîmé considérablement son image dans les pays étrangers par les méthodes qu'il a utilisées. Parce que au départ, il est évident que c'est le Hamas qui avait tous les torts, tel que c'est. C'est vrai, pour les gens en général. Bon. Vous voulez dire que l'opinion s'est retournée? Complètement, indiscutablement. Aujourd'hui, l'opinion s'est retournée. Moi, je parle. Alors, il y a la France, c'est un peu particulier, nos pays, parce que nous, on a cet historique, si vous voulez, avec la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Mais en dehors de l'Europe, excusez-moi, tout le monde s'est retourné, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, quand vous voyez actuellement les réactions aux États-Unis, d'ailleurs, et on voit bien Biden qui est en train d'essayer de corriger le tir, c'est quand même très instructif. Alors, c'est pas vraiment le cas de mon point de vue, puisque c'est surtout les minorités agissantes. Quand vous avez Sciences Po, c'est une poignée de personnes. Aux États-Unis, c'est une poignée de personnes. Oui. Et ensuite, c'est vrai que l'État d'Israël, le vrai problème de l'État d'Israël, c'est qu'on lui reproche tout le temps de faire la guerre. Et donc, oui. Oui, mais
une guerre propre, ça n'existe pas, surtout quand vous avez des terroristes qui se servent de boucliers humains. Donc, et qui ont la force de l'image, effectivement, d'avoir des photos de pauvres gosses, de pauvres victimes bombardées en bouclier humain, ils ont la force de cette propagande. Et moi, ce que je dis tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est que si on joue le jeu du Hamas, bien sûr que ça émeut que n'importe quel gamin meure, mais c'est le jeu du Hamas de condamner Israël qui joue sa survie, parce que Israël joue sa survie. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ce que je suis en train de dire simplement, je constate, c'est qu'il y a un changement au niveau des réactions des gens. Il y a une bascule. Moi, je ne vous dis pas c'est bien ou c'est mal. Hein. Moi, je suis en train de dire, c'est qu'il y a une bascule, indiscutablement. Israël avait une large majorité, et à peu près partout, dans un premier temps dans cette affaire, et dans un deuxième temps, il ne l'a plus. Donc c'est la question, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont malmené leur guerre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont malmené leur propagande? Ça, je ne vais pas vous dire. Mais moi, je constate. C'est systématique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Israël se fait attaquer, on la soutient parce qu'elle est victime d'attaques terroristes ou d'attaques d'armée. Et quand elle se défend, Israël, je crois que c'est Gilliam Goldadel, le 8 octobre, disait dans 3-4 jours, vous allez voir, on va nous condamner. Et dans la défense, Israël n'a pas été trop loin, d'après vous, Bruno? Écoutez, non, je ne pense pas qu'elle ait été trop loin, puisque, encore une fois, c'est une guerre de survie et qu'il faut faire la guerre au Hamas. Je vois Yves Pozzo-Liborgo qui... Je vous en prie, d'accord, parce que vous avez le droit de pas j'ai passé beaucoup de temps au CPI quand j'étais sénateur, enfin 2-3 jours, pas beaucoup de temps, mais j'ai vu la façon dont ils travaillaient. Et je vous assure, même si l'influence américaine est forte, même si l'Amérique n'est pas dans la CPI, elle finance beaucoup de choses. Ce qui m'a surpris, c'est quand même la réaction du procureur. Alors, c'est pas la CPI qui a décidé, mais c'est le procureur qui propose. Et moi, à l'époque, j'avais connu Campos. J'avais connu Campos, l'ancien procureur qui a été remplacé par celui-ci. Et ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et moi, ça m'a quand même surpris qu'il ait cette position aussi dure. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui est politisé, parce que les choix, d'ailleurs, beaucoup de gens travaillent à la CPI, enfin, il y a vraiment de très bons juristes. Et là, ça m'a surpris de voir qu'il de la France à la CPI. Oui, non, mais ça, c'est la logique classique. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est que justement, ce procureur, qui n'est pas politisé, qui est vraiment, qui a... Oui, non, je peux vous dire. Et ça, je le confirme. C'est quand même celui qui a défendu le frère Kadhafi. Mais bien sûr, le frère Kadhafi, il avait raison de le défendre. Alors là, oui, mais regardez. On voit de quel côté. Alain Juillet. C'est la première fois qu'un État démocratique est poursuivi, un représentant d'un État démocratique est poursuivi. On laisse agir Alain Juillet. On demande avant ça. Vous avez un sénateur juif américain qui est le leader des sénateurs juifs américains. Donc, ça compte quand même. C'est pas rien. Respecté par tout le monde et qui est un type très bien. Et qui a dit, il y a 15 jours, à la télévision américaine, le seul problème que nous avons pour régler le problème israélien, c'est Netanyahou. Alors, excusez-moi, mais on peut dire ce qu'on voudra, mais indiscutablement, leur Premier ministre aujourd'hui est un problème qui fait partie du problème à résoudre. Mais alors, en dehors de la question de Netanyahou... En dehors de toute considération sur les bons, les mauvais et tout ça, il y a un problème avec lui. Sur les organisations internationales, et notamment sur la Cour pénale internationale, on peut aussi se poser la question des influences qu'il peut avoir au sein de ces organisations internationales. Moi, quand j'ai vu qu'il y a une dizaine de jours maintenant, suite à la mort du président iranien, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée de l'ONU pour un homme qui, excusez-moi, mais est un boucher islamiste qui est responsable de la mort de centaines de personnes. Enfin, la prochaine étape, c'est quoi? On fait une minute de silence pour Adolf Hitler? C'est la même chose, en fait. C'est un homme abominable. Et on va faire une minute de silence avec le soutien, d'ailleurs, de la plupart des pays. Oui, mais je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis désolé. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes en train de ressortir les arguments de Karouchi, que j'aime bien. Oui. Mais attendez, l'Iran est un grand pays. Bien sûr que ce type est un boucher. Mais c'est également un grand pays de 4 millions de personnes. Les pays... Attendez, excusez-moi. Vous êtes à l'ONU. L'ONU est quand même une organisation de tous les pays. Vous avez un chef d'État qui meurt, il n'est pas pour moi jugé. Peut-être il mériterait d'être jugé, je suis d'accord avec vous, parce que la situation des femmes iraniennes, quand même, c'est scandaleux, tout, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, dans la logique de l'intégration internationale, vous avez un pays, vous avez un chef d'État qui meurt. Actif. Eh bien, on le reconnaît. Mais c'est là où je ne comprends pas. C'est ce côté franchouillard j'écoutais mon collègue Karouchi, c'était mon voisin de bureau. Mais je trouve on s'enferme dans une logique franchouillarde. Vous avez tout à fait raison sur le récit. Personne ne le conteste. Mais si vous voulez, il y a aussi une logique des États.
Il faut qu'on rentre dans cette logique des États. Je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Moi, je le dis, sérieusement, ça me... Non, mais il vous a donné un très bon exemple. Il vous dit, donc vous seriez d'accord qu'en 1945, on aurait fait une minute de silence aussi pour Adolf Hitler, puisque vous dites que c'était quand même un chef d'État. Mais pas du tout. Là, on était la guerre, c'est une autre logique. Ah, pourquoi? C'est Parce une que- autre logique. mais Non, c'est la guerre aussi avec l'Iran. C'est une comparaison. Mais c'est la raison. L'Iran On fait la était guerre au mais non. monde. L'Iran fait la guerre aux femmes. Pas du tout. L'Iran. Attendez, c'est rien à voir. À l'époque, il y avait la guerre, il y avait en plus Nuremberg qui était engagé. différent. On avait des sites de judiciaires. Enfin, Je voudrais rajouter une non, mais chose. c'est une Régis comparaison Sommier qui intervient et après. J'ai pas parlé depuis le début sur cette question. Je voulais rajouter une chose. Moi, non, pas sur Israël. Je voulais voilà. Au début, quand s'est produit le 7 octobre, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Je crois que c'était le soir même pour expliquer que l'objectif à partir du 7 octobre était d'éradiquer le Hamas. Voilà. Ça c'était le terme employé et tout le monde souscrivait dans cette logique vu l'abomination qui s'était produite. Aujourd'hui, on est à 9 mois depuis le 7 octobre. Simplement du point de vue des objectifs militaires, c'est-à-dire vous dites Israël a le droit de se défendre et face à sa survie peut-être, mais la méthode qui d'ailleurs est critiquée également par un tas d'anciens chefs du Shin Bet, par exemple, comme Ayalon et autres, c'est-à-dire de définir une stratégie, de définir un objectif. C'est-à-dire que là, l'objectif sur Rafah, ce n'est pas une stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, c'est d'éradiquer le Hamas. Or, quand on regarde, quand on fait le bilan, Marwan Issa, Mohamed Def, Yahya Sinwar, aucun des cerveaux du 7 octobre n'a été éliminé. Une partie de l'appareil politico-militaire du Hamas a été détruit, mais certainement pas la totalité. Et quant à ces fameux tunnels, il en resterait environ les 2/3. Et la preuve a été donnée qu'un Khan Younes a été complètement éradiqué. C'est une ville qui n'existe plus. Que le Hamas arrive encore à sortir de terre des ogives pour menacer Israël prouve qu'il y a quelque chose qui fait que oui, le Hamas se cache dans la population, le Hamas émane de cette population, mais qu'il est extrêmement difficile de l'éradiquer et qu'on n'y arrivera probablement pas. Or, on poursuit, et poursuivre, ça veut dire quoi à ce stade? Je crois qu'aujourd'hui, mais même la plupart des pays au monde commencent à dire il faut arrêter cette opération, parce que ça veut dire des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de Gazaouis qui vont encore être... Je suis totalement opposé à cette vision. Donc il faut continuer. Non, mais bien sûr qu'il faut continuer. Donnez-moi votre issue. Mais la plupart, il y a peut-être la moitié des Israéliens qui le disent aussi. Mais c'est pas vrai. En plus, pareil, je peux vous dire que ça aurait été un gouvernement de gauche. Moi, je lis Haaretz, je lis le Jérusalem Post. Je suis désolé, je trouve des moi, je vais en Israël. Une liberté, une liberté d'ailleurs de ton qu'on n'a pas en France vis-à-vis d'Israël. C'est un pays démocratique. Donc, je n'ai jamais dit le contraire. Je parle de stratégie militaire. Je parle de ce qui se passe. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est l'éradication du Hamas. Et vous avez juste oublié un petit mot, messieurs. 9 mois. Otages. 9 mois. Voilà. Otages. Vous avez juste oublié, pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont dans les tunnels et des bébés qui sont dans les tunnels, monsieur. Donc il me semblerait que ça serait bien aussi d'y penser. Ensuite, pour éradiquer le Hamas, 9 mois. Mais c'est la meilleure stratégie. Les meilleurs spécialistes militaires ont dit que ça ça prendrait 5 ans. On est à 9 mois. Donc oui, effectivement, il y a des dommages collatéraux. Oui, il y a des pauvres mais gosses c'est la qui meilleure meurent. solution d'envoyer des bombes pour récupérer des pour la otages. Syrie, quand il y a 500 000 morts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, ce que je veux dire, c'est que le monde se lève quand Israël se défend. Le monde se tait. Le monde s'est tué quand Bachar el-Assad a bombardé Alep. Vous avez vu beaucoup de manifestations, place de la République contre la Syrie, vous? Vous avez vu beaucoup de Mélenchon qui se levaient? Vous avez vu beaucoup de députés de la République qui se levaient, monsieur? Le titre de Boucher dont on parle tout à l'heure, il a été assez rapidement donné à Bachar el-Assad, je crois. Donc je ne suis pas certain que les comparaisons... Donc pour vous, il y a la même proportion entre les gens qui sont levés pour la Syrie qui a tué 10 fois plus de Palestiniens qu'aujourd'hui avec Israël. Mais c'est pas le même. Mais non, c'est pas la même parce que c'est Israël. Voilà pourquoi. Mais non, c'est pas vrai. Et moi, je veux vous dire qu'il faut. Alors déjà, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Comment? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Écoutez, dans l'histoire d'Israël, vous avez un certain nombre d'événements, notamment un événement absolument abominable qui était, puisqu'on entre dans une ère olympique, les Jeux Olympiques de Munich. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Israël a fait des assassinats ciblés à la suite et est parvenu à éliminer la totalité. C'est pas du tout le même contexte. Qu'est-ce que vous auriez fait, monsieur, après l'attaque du 7 octobre? Je voudrais juste... Déjà ce genre d'opération. Ils le font déjà? Oui, ils le font. Enfin, ils font surtout le IRGC et surtout les Iraniens et leurs alliés du Hezbollah. De la question, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire après le 7 octobre?
Mais une réponse qui ne peut pas être d'éradiquer complètement 2,5 millions d'habitants et de les foutre sous des graviers. C'est ça le... Donc 30 000 morts et 2 millions d'habitants, ça pour vous, si Israël voulait éradiquer 2 millions d'habitants, monsieur, ça prendrait 2 heures. Donc, si Israël serait éradiqué derrière. Mais aussi. arrêtons. Si toutes les puissances arabes qui veulent la mort d'Israël, s'ils pouvaient le faire, le feraient. Ils n'ont pas besoin d'avoir une... Je peux vous dire que si vous pouviez... C'est pas vrai, les Saoudiens... Alors, l'avis d'Alain Juet, l'invité d'honneur. Les Saoudiens sont votre avis là-dessus. Vous connaissez les accords d'Abraham? Non, Oui, visiblement pas, donc... Mais bien sûr, Arrêtez, mais c'est pour ça accords que le Hamas a d'Abraham attaqué. ont remis Bahreïn, ont remis les Émirats dans le giron d'Israël, le Maroc a rétabli. J'aime pas trop ce mépris de classe, cher monsieur. Avec ces... Je n'aime pas ce mépris de classe quand on dit mais vous ignorez les accords d'Abraham, d'accord? Mais c'est pas du tout un mépris de classe. Mais si, respectez au moins votre interlocuteur. Pourquoi vous dites que je connais pas le... Alain Juet va vous vous ne semblez départager. pas les connaître. Vous ne semblez pas. Ça vous semble pas important. Aujourd'hui, les Américains sont en train de faire en sorte que les Saoudiens Moi, je pense que vous ne reviennent. connaissez pas Israël, vous ne connaissez pas le peuple d'Israël, vous lisez les journaux, comme vous dites, le Jérusalem Post, Non, mais qui ils en est font pas partie, anti-Netanyahou. Alain Juet veut intervenir. C'est comme si s'il moi vous je plaît. lisais Messieurs, Omerta alors que Bruno j'étais Attal, pro-ukrainien. Régis Le Oui. Sommier, s'il vous plaît, Alain Juet. Non, moi, Bon, je au moins, trouve, on a je démarré pense fort, que là. pour C'était pas le sujet, mais pour les principal. auditeurs, vous avez la parfaite démonstration de ce qui se passe aujourd'hui, à savoir, nous sommes dans une zone du monde dans laquelle l'émotion prime par rapport à au rationnel. Voilà. Alors, sur le plan émotionnel, on peut être que pour Israël, avec tout ce qui s'est passé, mais d'autres sont également sur le plan émotionnel pour les Palestiniens, parce qu'il y en a plein qui se font tuer aussi. Hein. Et sur le plan rationnel, par contre, on se pose la question en disant, mais d'abord, ce fameux Hamas, comment il a pu arriver là? Comment il a pu construire les tunnels et tout? Et on découvre, pas ici, mais en Israël, parce que c'est sur la télévision israélienne que ça a été montré, c'est que Netanyahou, c'est lui qui a financé le Hamas avec l'accord du Qatar. La caméra est là, Oui, si pardon. vous voulez. Hein, qui a financé le Hamas avec l'accord du Qatar hein, pendant des années. Pourquoi? Parce que comme le Hamas voulait expulser les Israéliens, donc ne voulait pas d'une Palestine libre, si vous voulez, hein, comme il n'en voulait pas, ça plaisait à Netanyahou en disant ils sont petits, ils resteront petits, et comme ça, nous, il n'y aura jamais une Cisjordanie ou une Palestine libre. C'est officiel, il faut écouter la télévision israélienne. À partir de ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus claires. Netanyahou a joué le Hamas, il s'est trompé, parce qu'on a vu le résultat. Hein. Bon, et bien à partir de ce moment-là, il est coupable de s'être trompé sur sa stratégie. Et là, on rentre dans le vrai problème actuel. Est-ce que Netanyahou peut réellement être le chef de guerre d'une opération qui est la conséquence de ses erreurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux remettre un autre, alors un Benny Gantz ou un autre, peu importe, mais quelqu'un qui au moins n'ait pas mis la main dans les opérations qui se sont passées? C'est ça pour moi. Après, vous voyez que je suis très loin de ce qui se passe tous les jours. Hein. Moi, je suis en train de dire 15 ans d'investissement sur le Hamas par le Qatar, où l'argent du Qatar atterrissait à Tel Aviv et les gens du Mossad le transportaient au Hamas à Gaza. Pourquoi? Parce que le Hamas tapait sur l'OLP de Mahmoud Abbas. Et oui. Quelles sont vos sources? Bah, ça, Et ça continue. Non, mais on le dit, ça doit être ça. Hein C'est ça mes sources. Et je termine en disant Ce qui est quand même fou, c'est qu'on tape plus sur Israël que sur le Hamas. Et je termine en disant... Le Hamas a gagné avec des gens comme vous. Attendez. Et je termine en disant que la Chine, il y a 3 semaines, a convoqué et a reçu à Pékin les représentants du Hamas et les représentants de l'autorité palestinienne pour qu'ils se mettent d'accord en disant la sortie de la guerre se passera autrement qu'elle a commencé. Il faut trouver un accord et ils sont en train de négocier pour que ce soit l'autorité palestinienne qui reprenne la direction, la direction de la zone de Gaza. Vous voyez, alors c'est pour ça qu'on est très loin de... Voilà. Allez, chers amis, on arrête là. En plus, c'est même pas encore le premier débat. Donc, merci à tous d'avoir déjà d'entrée de jeu manifesté vos émotions. On lance tout de suite le premier débat et on parle des Outre-mer français en question. À tout de suite. Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Guyane, la France est-elle en train de perdre pied dans ses Outre-mer? Que faut-il penser des accusations d'ingérence étrangère? Comment rétablir l'ordre républicain? Quelle politique pour nos Outre-mer? Voilà, donc ce premier débat, puisque
au risque de surprendre, cette émission n'est pas consacrée au conflit au Proche-Orient, mais bon, comme vous le disiez, c'est tellement sensible ce sujet que... Avec une seule petite question en question d'actualité sur ce sujet, voilà, on aurait pu en parler encore plusieurs heures peut-être. Alors d'abord, première question sur justement ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, puisque évidemment c'est l'actualité la plus brûlante aussi du moment. Alain Juillet, comment vous avez réagi aux événements qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous y attendiez? Et qu'est-ce que cela dit de l'État, de cet archipel? Il faut pondérer. On savait qu'il allait se passer des choses. Ah, les renseignements là, ils savaient ou pas? Ah oui, non, mais bien sûr. Bon, Là, ils ont l'air d'avoir été un peu pris de court. Ah non, mais attendez, non, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise sur le fait qu'il se passe quelque chose. La grande surprise, ça a été ce qui s'est passé. Parce que, si vous regardez, 2-3 jours avant la discussion au Parlement sur le fameux texte là, qui est à l'origine de tout, la modification du corps des votants. Hein, bon. Il y a 2 manifestations énormes à Nouméa, une des Caldoches, des Européens, enfin des Caldoches, des Européens qui vivent là-bas depuis longtemps, hein. Bon, en gros 20-25 000 personnes, et une autre des Kanaks, pareil, 20-25 000 personnes, avec beaucoup de jeunes, et c'est des manifestations pacifiques. L'un pour dire il est temps que tout le monde puisse voter, hein, parce que c'est pas normal et c'est même illégal sur le plan de la démocratie de réduire le vote à un petit nombre, hein, et de l'autre côté, d'autres qui disent non, il faut absolument qu'on ne change pas les règles et qu'on fasse un 3e référendum. Parce qu'ils considèrent que le 3e qui a eu lieu n'est pas valable. Si vous voulez, on peut y revenir, mais pas valable. Bon, ça c'était le premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les jeunes qui étaient venus de la brousse sont restés sur Nouméa, et comme ils n'avaient rien à faire, et comme ils ont bu, hein, ils ont fait la fête. Et c'est ça qu'on n'a pas vu, c'est qu'ensuite ils se sont fait prendre par des agitateurs, qui les ont fait continuer à la faire boire, qui leur ont donné, d'après ce que j'en sais, des excitants type fentanyl ou autres. Hein. Bon, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces agitateurs leur ont donné des objectifs militaires, c'est-à-dire de dire vous allez détruire ça ou ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils ont détruit une des 2 unités pharmaceutiques du coin. Donc, si il n'y a plus de médicaments, c'est pas bon. Ça crée des tensions énormes. Ils ont détruit tous les supermarchés, donc l'approvisionnement des gens, dans la pénurie. Ils ont attaqué, mais loupé, heureusement, la centrale électrique. Coup de chance, ils n'ont pas réussi à la prendre. Ils voulaient la détruire. Et quand vous regardez, si vous voulez, tous les objectifs... Si, je vais même plus loin, parce que c'est très intéressant pour des gens qui travaillent sur ces histoires-là. Hein, ils n'ont pas attaqué les églises ou les temples, mais ils ont attaqué les temples francs-maçons. Très intéressant. Ah, quand on se souvient... Hein. Oui, quand on se souvient que les accords de départ ont été faits par les francs-maçons des 2 côtés, par Lafleur d'un côté, Djibaou de l'autre. Et Blanc, le Français qui a monté l'État, qu'il était aussi. Donc, en faisant flamber les temples francs-maçons, c'est un signal très fort. C'est-à-dire, on ne veut pas... il faut regarder tout. C'est plein de petits signaux, ça veut dire quoi, si vous voulez. De faire flamber les temples francs-maçons, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'ils rejettent les accords tels qu'ils ont pu être faits à une époque par Djibaou et par Lafleur, hein, et qu'ils veulent autre chose. Mais ça montre aussi qu'ils respectent les églises. Donc la médiation qu'il faut faire maintenant, et à l'évidence, il faut mettre dedans des gens d'église. Alors des pasteurs, des évêques, mais il faut les mettre. Parce que s'ils n'ont pas été touchés, c'est qu'il y a quelque chose. Alors derrière, qui étaient les agitateurs? Et c'est vrai qu'alors là, on a dit, c'est l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une conférence, un forum sur les peuples coloniaux, la libération des peuples coloniaux, qui a eu lieu en Azerbaïdjan, où étaient des représentants de la Calédonie. Donc on dit, ça vient de là. Mais la Turquie aussi a fait un forum. Hein, et il n'y a pas que. Parce qu'on oublie un petit peu quand même que depuis toujours, on a un pays frère, si je peux dire, hein, qui a toujours souhaité qu'on s'en aille de Calédonie, c'est l'Australie. On n'en parle pas là. Il faudrait peut-être en parler aussi. Parce qu'on ne sait pas, justement.
Hein, les Azerbaïdjanais, vous voyez, pour prendre un exemple, ou les Turcs, qui respectent les églises ou les temples, moi ça m'intrigue un peu. Alors, en effet, le gouvernement australien avait... C'est des coups de projecteur. Oui, Moi, je n'ai pas une opinion définitive. Mais, comme dirait l'autre, ça m'interpelle. Oui, mais alors le gouvernement australien, en effet, avait dit il y a quelques années qu'il voulait voir disparaître la langue française et le français du Pacifique. Oui. C'est vrai, il y a aussi une influence anglo-saxonne, puisqu'il y a les Britanniques, il y a les Américains dans la région. Enfin, c'est une région qui est très, très compliquée. Après, sur les ingérences étrangères, il y a en effet... l'Azerbaïdjan est un proxy de la Turquie, de toute façon, dans toutes les affaires, que ce soit l'Arménie, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait également la Turquie et la Russie derrière également. Il y a eu... Parce que la Russie participe aussi à des opérations de déstabilisation de la France, notamment aux Comores, par exemple, puisqu'elle finance le gouvernement comorien sur certaines opérations qui après va déstabiliser le continent, enfin l'archipel française. Mais sur la question de la Nouvelle-Calédonie, il y a quand même, il y a une instrumentalisation, on va dire, d'un racisme anti-blanc. Très clairement, je veux dire, quand on voit les déclarations de certains indépendantistes kanaks en disant on va brûler la maison des Blancs, on va tuer les Blancs, sous couvert, simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient le droit de vote. Je rappelle quand même qu'à Nouméa, qui est donc la capitale, il y a 80% de Blancs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans des élections, il y a 80% de la population de la capitale qui ne peut pas voter. Ça s'appelle de la ségrégation raciale contre les Blancs. Donc ça me paraît assez normal qu'on donne le droit de vote à 80% de la population de la capitale. Et ces gens-là ne le veulent pas. Et donc il y a un espèce de racisme anti-blanc qui est aujourd'hui au grand jour. Et ces gens-là sont en effet financés ou alors sont utilisés par certains groupes qui sont extrêmement violents. Donc je ne comprends pas que l'État aujourd'hui ne réagisse pas beaucoup plus fermement. Je veux dire, si en tout cas les L'image de la France, elle est abîmée par ces événements en Nouvelle-Calédonie, d'après vous ? C'est sûr que c'est pas bon pour nous. C'est pas bon de voir dans un pays qui est un territoire d'outre-mer, c'est pas bon de voir tout ce qui s'est passé, tous les troubles. Mais pour aller un peu plus loin, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites, il faut regarder quand même que chez les Kanaks, qui représentent, ils ne sont pas la majorité de la population, il ne faut pas l'oublier. Ils sont 40%, un peu plus d'un tiers. Bon, chez les Kanaks, vous en avez toute une partie qui est pro-européenne, qui a manifesté avec les Européens et qui souhaite que la situation compte. Il y en a d'autres qui sont des indépendantistes, modérés, je dirais, comme Ouamitan, le patron du Congrès. Et puis vous en avez d'autres qui sont, c'est l'UC, l'Union calédonienne, où là, ils sont très excités. C'est ceux-là qui disent il faut y aller et tout ça. Bon. Mais il faut regarder, ils sont très différents. Les Kanaks, on ne peut pas présenter ça, si vous voulez, en disant allez, tous les Kanaks. Non, ils sont très différents. Et j'ajouterais une chose, c'est que ce qui me frappe, moi, dans cette affaire, c'est que tout le monde, les journalistes, tout le monde, on parle des Kanaks et on parle des Blancs. Et pourquoi on ne parle pas d'une catégorie qui est très importante là-bas, qui sont les Océaniens, qui représentent 15% de la population, qui viennent de Wallis, de Futuna, les Wallis, Futuna, même des Tahitiens. Ils viennent d'ailleurs, ils sont les gros travailleurs, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup. C'est ceux qui font le plus d'enfants. Ils sont du coin, donc on ne peut pas dire que ce sont des affreux blancs. N'empêche que personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui font la majorité. Et là, ça ennuie tout le monde. Parce qu'il faudrait peut-être penser à les intégrer dans le système. C'est la population en croissance, et ils sont déjà à 15% de la population. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont bien réagi ? Écoutez, moi, j'ai pas compris le président d'aller là-bas, faire 22 heures de voyage, 23 heures de voyage aller, 23 heures retour pour 17 heures sur place, d'autant qu'il n'a pas vu les Kanaks. Enfin, d'après les photos et ce que j'ai vu, il a rencontré que les autorités constituées. Ça ne servait à Je rien. pense qu'il s'est épuisé il pouvait parfaitement envoyer son Premier ministre pour faire ça. Pour dire on sera ferme, il pouvait le faire depuis Paris et envoyer son Premier ministre. Donc je suis un peu déçu, moi je pense qu'il n'a pas... moi je pensais qu'il allait arriver avec une solution. Or visiblement il n'en a pas.
Mais ce qui est insupportable dans la classe politique par rapport à la Nouvelle-Calédonie, alors là, le gouvernement ne prend pas des positions fermes. Quand il y avait eu les nuits d'émeutes, il aurait pu déclencher l'article 36 pour faire l'état de siège et envoyer l'armée. Il aurait pu prendre des dispositions beaucoup plus fortes qui auraient réglé le problème définitivement. Il ne l'a pas fait. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, et notamment à gauche, on nous explique que les Kanaks ont le droit de vouloir rester majoritaires sur leur terre et que donc il faut libérer la Nouvelle-Calédonie. Or, la même gauche, quand ce sont des Européens qui disent qu'ils veulent rester majoritaires en Europe, là on est des fascistes d'extrême droite. Donc en fait, le fait de vouloir rester majoritaire, le point de vue identitaire et donc la question raciale et identitaire, elle est bonne, mais que pour les non-blancs. Hein. Et quand ça concerne les blancs et les Européens, on est des fascistes. Par contre, quand ça concerne les Kanaks, là aucun problème, la gauche estime qu'il faut libérer la Calédonie et qu'on doit partir. Et je trouve que c'est insupportable. Et les Français le voient, le deux poids deux mesures sur cette question-là. C'est pour ça que je vous dis, si vous intégrez, alors que je ne le fais pas aujourd'hui, si vous intégrez les Océaniens qui font partie de la population locale, qui représentent 15% et qui font basculer dans un sens ou dans un autre la majorité, alors là, les choses changent. Donc ce n'est pas une négociation à 2 qu'il faut faire, c'est une négociation à 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je voulais rajouter, il y a quand même quelque chose qui m'étonne dans cette crise calédonienne, c'est que on discute de cette réforme constitutionnelle qui passe à l'Assemblée nationale et qui doit être poursuivie d'ailleurs au Congrès et validée, ratifiée, sur une demande très légitime, c'est-à-dire que les résidents depuis plus de 10 ans de présence sur le sol calédonien puissent voter. Et on ne se rend pas compte, enfin en tout cas les services du ministère ne se rendent pas compte qu'il y a un risque de tension, puisqu'apparemment Gérald Darmanin disait que ça devait passer. Et là, on assiste à des émeutes comme on n'en a jamais vu depuis 40 ans. Un peu comme si... ça m'a fait penser à l'Afrique. Je vous explique pourquoi. Oui. C'est-à-dire cette espèce de même... pas suffisance française, mais que tout va bien se passer, ça va continuer. Et en fait, tous les éléments étaient là. Et quand vous interrogez les Calédoniens, y compris les Caldoches, ils vous disent, mais de toute façon, tout ça était prévisible. Tout ça était prévisible. Alors, est-ce qu'il fallait parler aux leaders plus radicaux ? Est-ce qu'on ne pouvait pas savoir ? Vous avez évoqué la question tout à l'heure de la présence du fameux groupe de Bakou à des conférences. Mais apparemment, d'après les services de la DGSE, c'est que la venue des indépendantistes était payée par l'Azerbaïdjan, si on croit le Canard enchaîné, c'est écrit dedans. Donc ça veut dire que y avait quand même une manière pour l'Azerbaïdjan d'emmerder la France, passez-moi l'expression, en partie à cause de l'armement qu'on livre aux Arméniens, mais c'est-à-dire ils ont trouvé une manière et tout le monde a été surpris. Et c'est là où il y a on a l'impression qu'à chaque crise, en fait, dans le monde, je pense que, pour répondre à la question d'Éric, l'image de la France, oui, à chaque fois, est un peu plus dégradée, mais surtout le respect qu'inspirait la France, à chaque fois recule. Et on a l'impression que finalement, chacun dans son coin peut décréter « Allez, on fait sécession et la France ne viendra pas ». Et c'est ça qui est terrifiant. Si je peux me permettre. Il y a une chose, on est bien d'accord. Quand on a fait le 3e référendum, on est passé en force, parce qu'il ne faut pas oublier que les Kanaks ont demandé le report de l'élection. On pourra y revenir pourquoi, parce qu'il y avait des bonnes raisons techniques. Mais ils ont demandé le report de l'élection. Pourquoi ? Pour une raison qui est très importante là-bas, même si elle est discutable chez nous, c'est le deuil kanak. Ils ont dit, avec le Covid, nous avons des morts en quantité, or... Le deuil kanak, c'est 1 an. Vous ne pouvez pas nous faire voter pendant le deuil. Alors, ça leur permettait de gagner 1 an. Et mine de rien, chaque année, ils gagnaient avec le développement de la population kanak par rapport à la population caldoche dans le cadre du corps électoral, ils gagnaient 1,5% par an. Donc, ils frôlaient, ils étaient entre 50 et 51. Donc, ils se disaient, ça peut être bon. Ouais. Bon. Nous, on a passé outre en disant « Allez vous faire voir, on fait l'élection ». Ils ont dit « On boycotte, puisque nous, on vous a demandé de le reporter à cause du deuil. » Bon, il y a effectivement, du coup, on dit un triomphe. Mais non, un triomphe avec combien de votants ?
Hein. Il y a eu une très forte abstention, il faut dire la vérité. Et donc les Kanaks ont dit, mais ça ne tient pas votre truc. Hein. Et les Français ont dit, ah ben si, il y a eu un référendum, on l'a fait vérifier, donc... Oui, non, mais troisième, pas le troisième. Donc c'est fini. Et après, on dit, puisque c'est fini, on bascule et on refait le corps électoral normal. Non, mais donc il y a des raisons, on a tout mis en légitimes place chez les Kanaks d'être en colère. Moi, c'est ça. Oui, mais on a tout mis en place pour Deux ça. référendums avant, on ne va pas pas faire des référendums tous les 3 jours. Je veux dire, ils ont déjà voté 2 fois, ils étaient contre l'indépendance. On ne va pas organiser des référendums tous les 5 ans ou tous les 3 ans pour savoir s'ils veulent être indépendants. Et en plus de ça, sur la question du vote des populations blanches, je veux dire, ça paraît absolument évident. Et ce qui m'étonne aussi, encore une fois, dans les réactions politiques que j'ai vues en métropole, c'est qu'il y a des gens qui nous expliquent que c'est parfaitement légitime que les Blancs ne puissent pas voter en Nouvelle-Calédonie. C'est ces mêmes gens qui nous expliquent qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers en métropole. Donc on donne le droit de vote aux étrangers en métropole, mais par contre les Blancs en Nouvelle-Calédonie qui sont là depuis 40 ans, eux, ils n'ont pas le droit de voter. Mais ça, c'est pas le problème en fait, dont on parle, c'est le problème de la colère kanak. Mais oui, comment Mais ils ont voté pour l'indépendance. Ils n'ont pas voté pour l'indépendance. Ils sont pour rester dans la France. Ils ont voté déjà 2 fois. On va pas Quelle leur issue faire vous voter. voyez à cette crise? Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je m'excuse, mais je rejoins votre argument, mais je pense que on a eu effectivement la négociation de départ. Elle avait été faite entre 3 hommes, dont 2 qui étaient vraiment des gars de bonne volonté. Djibaou, le Kanak, et Lafleur, qui était un milliardaire local, mais qui a su faire et donner ce qu'il fallait pour ça. Bon, très bien. En définitive, la situation a considérablement amélioré. Tout le monde, on a fait des Kanaks, ils ont bénéficié des accords de Nouméa depuis longtemps et toute la population a bénéficié. Bon, il y a toujours eu cette tendance, bien sûr, à l'autonomie parce que c'est plus fort qu'eux, ils ont envie d'une autonomie, ils savent très bien que l'indépendance, ils ne peuvent pas l'avoir, mais il faut bien voir, et ça on le sait depuis le premier jour, les chefs Kanaks que nous voyons, les politiques, les Kanaks que nous voyons, ceux-là, ils ont très peur des réactions de leur jeunesse. Parce que eux, pour être élus, ils leur ont dit, l'indépendance, on va l'avoir. Et quand il y aura l'indépendance, vous aurez tout. C'est fini, les Blancs qui vous bloquent et tout, vous aurez tout. Donc, cette jeune génération, elle dit, mais attendez, un, on n'a pas l'indépendance, et 2, rien de ce que vous avez annoncé ne se passe. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va taper sur les chefs. Et c'est là. Donc on a tous les éléments pour que ça pète. Ça, c'est sûr, on les avait, on le savait. Yves Pozzo-di-Borgo, qui est très calme jusqu'à maintenant. Merci à Juillet de toute son explication. Enfin, ces touches sont très intéressantes. C'est vrai que moi, j'ai bien connu Christian Blanc, enfin, j'avais aussi suivi un peu ce problème, mais je ne veux pas faire comme un LCI, je ne suis jamais allé en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne veux pas faire comme un LCI où il parle de l'Ukraine, de la Russie, sans avoir mis les pieds. Donc je vais être un peu prudent. Mais en fonction de ce que je connaissais, j'étais également, on avait beaucoup d'amis centristes, puisque la mère de Nouméa qui était députée, Lagarde était centriste, donc on avait l'occasion de parler, voilà. Et moi, je crois qu'il y a 2 phénomènes. D'abord, je ne suis pas persuadé que la situation économique soit si bonne que ça. Et désastreuse. Et désastreuse, notamment à cause du nickel qui ne se vend pas. Oui. Et donc, ça provoque des tensions, ces jeunes générations, parce qu'ils ne savent pas comment trouver du travail. C'est déjà une explication importante. Deuxième explication, moi, je vois, j'étais parlementaire et je prenais mon travail au sérieux. Je considérais que j'étais parlementaire de la France entière. Donc j'étais aussi parlementaire de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, et je voulais visiter tous ces pays-là. Puis je découvre que non, le Parlement n'autorisait pas, peut-être une fois par an, à aller visiter ces pays-là. Et actuellement, qui va décider ce genre de dossier? Ce sont des parlementaires, si vous voulez, qui n'ont jamais mis les pieds dans ces pays-là. Et ça, je crois que c'est un des problèmes aussi de notre gestion. Deuxième problème de gestion, je dis ça parce que moi, j'étais provincial, je suis arrivé à Paris, donc j'ai bien vu le pouvoir de Paris, par exemple, pour gérer un problème. En province, très souvent, je ne suis pas persuadé qu'ils réussissent. Alors je me dis également qu'un pouvoir parisien pour gérer un pouvoir aussi lointain que la Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas sûr qu'ils réussissent vraiment. Puis j'ai découvert qu'il y avait une ministre qui était chargée de ça. Je ne connaissais ni son nom ni rien. Et j'ai découvert qu'il y avait une ministre. En avez-vous entendu parler? C'est son problème. Est-ce qu'elle a pris des positions? On ne sait pas. Et c'est un peu, je crois, la faiblesse de cette gestion de la crise, qui est une gestion très, très éloignée. J'ai récemment rencontré justement des proches de Lagarde, je ne peux pas dire celles qui disent ça, mais qui disent, eux, sont très inquiets de la façon dont Le Cornu et dont Darmanin ont géré la situation là-bas.
Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser, quand j'étais mais ce que vous racontez là sur la façon dont les émeutiers, enfin, avec une stratégie derrière, ont quand même cassé beaucoup de choses, je me dis qu'on est quand même une situation, je ne sais pas si c'est une situation de guerre, je ne sais pas du tout, je ne peux pas permettre de dire ça, mais on est une situation très tendue. Et que votre réaction, que je comprends, moi, c'est la même. Mais attendez, il y a 45 000 blancs qui ne peuvent pas voter, il faudrait qu'ils puissent voter. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Je me souviens, c'était pareil, je me souviens, ma mère était pied noir, je l'avais vu en Algérie, et j'ai vu la façon dont on a géré l'Algérie. Alors, je ne suis pas persuadé que c'est le même problème, mais il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. Ouais, mais il ne faut pas oublier, attendez. Le statu quo, hein. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, entièrement. Mais est-ce que, moi, ce que j'entends surtout, c'est que je pense et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont pris à partie là, les temples francs-maçons. À l'époque, on a quand même eu la chance d'avoir un Christian Blanc qui a réuni Tjibaou et puis, comment ça s'appelle La Fleur, qui étaient des gens de bonne volonté, qui ont compris l'importance des choses, qui ont organisé le dialogue, c'était très long, et qui ont trouvé une solution. Là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait ni un Tjibaou, ni un La Fleur, et qu'il n'y a pas non plus au sein du gouvernement, que ce soit Macron, que ce soit Darmanin, ou que ce soit cet ministre que personne ne connaît, qui puisse régler le problème. Et ça, je dis ça, mais je ne peux pas porter le jugement parce que je ne connais pas vraiment, je ne suis pas allé là-bas. Si on prend un peu de hauteur sur la question plus générale des Outre-mer et notamment dans le Pacifique, on peut quand même... une large perte de contrôle des Outre-mer aussi. Oui, mais c'est-à-dire que la France n'a pas investi suffisamment, je pense, dans ces territoires-là, notamment, enfin, là par exemple, la Nouvelle-Calédonie, on a le nickel, bon là qui pour l'instant se vend pas, mais c'est quand même une matière première qui est porteuse d'avenir. Dans le Pacifique, on a quand même une ZEE qui est la première zone économique exclusive du monde, donc on a un territoire immense qui est totalement inexploité. C'est-à-dire que nos gouvernants ont préféré investir ces 40 dernières années dans des bricoles, la CAF, les trucs comme ça, l'aide au développement qui ne sert à rien, qui ne rapporte rien à l'économie française, plutôt que d'investir dans le Pacifique, dans des infrastructures, dans la récolte de matières premières qui nous auraient rendu, qui auraient enrichi ces populations, qui auraient enrichi la métropole et qui sont des investissements à long terme. Investir dans la CAF et dans des trucs comme ça d'aide au développement, ça n'apporte rien au pays. Donc on a complètement délaissé toute une partie de nos territoires alors que pourtant... Mayotte d'ailleurs, il faut en parler aussi. Mais Mayotte c'est la même chose. Mayotte c'est le canal du Mozambique. C'est une zone extraordinaire. On est la première ou deuxième puissance maritime du monde. Oui, moi je me souviens quand j'étais sénateur, je me disais mais combien, on devait avoir un tas de bateaux là-bas. Je crois qu'on en avait qu'un. Oui, on a un patrouilleur. Un patrouilleur. Mais j'ai dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça ? On a une zone qui est devenue, en plus, d'ailleurs Obama l'avait compris, c'est la zone la plus importante du monde actuellement, c'est là où tout se passe. Le plus grand nombre de fuseaux horaires. Et nous, le plus grand nombre de fuseaux horaires. Et nous, on a la chance avec la Polynésie, avec la Nouvelle-Calédonie d'avoir des zones extraordinaires. Et là, c'est tous les gouvernements. C'est pas que le gouvernement Macron, c'est le gouvernement Sarkozy. Oui. On n'a pas compris l'importance de cette zone. Voilà, et je vous rejoins dessus. Au-delà des prédateurs, je veux dire, des requins d'eau profonde qui tournent autour de la Nouvelle-Calédonie, globalement, en fait, moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour poursuivre ce que je voulais dire tout à l'heure, en termes de réflexion, oui, mais ces ingérences étrangères, on a souvent tendance, vous savez, pendant la guerre d'Algérie, pendant l'Indochine, on disait, oui, c'est les Chinois, c'est les Russes derrière le FLN, etc. En réalité, il y avait une réalité, quoi. C'est-à-dire que c'était pas simplement des influences étrangères pour l'Afrique. On a dit ah oui, c'est Wagner, etc. Mais en fait non. Notre problème, c'était notre problème. Il était là à la base, et c'était à nous de le résoudre. On n'a pas réussi à le faire. Là, le problème qui m'inquiète, moi, c'est la pertinence d'être français dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Autrefois, il y avait un message. Autrefois, il y avait quelque chose qui passait. Il y avait des idées, il y avait des valeurs. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique se débarrasse de nous, s'est débarrassée de nous, mais avec joie. Il y a sans doute des Africains qui nous regrettent. Je suis pas sûr qu'en allant avec les Russes, ça soit très drôle. Mais on a vraiment un problème peut-être identitaire ou du message français dans le monde, au-delà des richesses qu'on n'a pas exploitées, des erreurs. Et on voit bien que les Kanaks ne se sentent pas français. Reprenons et même l'exemple de la Calédonie. C'est le même problème aussi. Reprenons l'exemple de la Calédonie. C'est intéressant justement ce que vous dites. La Calédonie, sa richesse, tout le monde le sait, ça a été dit, essentiellement c'est le nickel. On est un des plus gros gisements de nickel au monde. Bon. Il y a les Français avec la SLN, qui a été pendant 100 ans,
qui a fait vivre la Calédonie parce qu'elle avait énormément de... Les salariés, elle faisait vivre le monde avec tout ce qu'il y avait autour. Enfin, c'était le poumon de cette île. Bon. Tellement fort que, quand il y a après les accords de Nouméa, les Kanaks ont demandé de faire une usine de nickel à eux, dans la province nord, puisque vous savez qu'en Calédonie, il y a plusieurs provinces. Province des îles, province du sud, qui est, comme vous l'avez rappelé, essentiellement caldoche, et province du nord, qui, elle, est essentiellement kanak. Donc les Kanaks ont dit, on veut aussi une usine de nickel. OK. Ils ont fait leur usine, avec le plus beau gisement de l'île. Elle est en faillite. Glencore, qui est le propriétaire, a dit, moi, je ne peux plus continuer, on perd des sommes folles. Les Brésiliens et les Canadiens, avec Vale, ont fait une usine de nickel dans le sud, ultra moderne, qui était très en pointe par rapport aux deux autres, en disant « Nous, on va vous faire du nickel pour le futur ». Bah, ils viennent d'arrêter, le gouvernement français a donné de l'argent pour qu'ils continuent, mais ça y est, le processus est d'arrêter. Et nous, la société Le Nickel, enfin la nôtre, qu'est-ce qu'elle a fait ? Pendant qu'elle n'investissait pas en Calédonie, elle a investi en Indonésie. Oui, parce qu'en Indonésie, c'est moins cher. Ouais. Le nickel est produit moins cher. Résultat, la société du nickel, qui appartient aux Français, est aussi en redressement judiciaire, pratiquement. Et donc, les Calédoniens, actuellement, qu'est-ce qu'ils voient ? L'industrie, il n'y en a plus. Les 3 usines qui permettaient de sauver la Calédonie, il n'y en a pas. C'est fini. C'est ce que je disais sur les investissements. Et les Français, et la branche française, elle a joué à un autre pays. Reconnaissez quand même qu'on n'a pas mis non plus tous les éléments du problème sur la table. En n'investissant pas là-bas, on a tout fait pour se faire détester. Donc forcément, aujourd'hui, ça a des conséquences. Et en plus de ça, si on n'investit pas massivement aussi, en effet, dans la marine notamment, on va finir par se faire piquer ces territoires du Pacifique qui sont une zone de conflit avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Inde. Donc on va finir par perdre. La Chine qui construit l'équivalent de la marine nationale française chaque année. Donc elle nous les bouffe en 5 minutes. Et on va perdre toute cette richesse, alors que si on l'avait exploitée depuis 20 ans, on serait aujourd'hui les plus heureux du monde. Allez, juste un mot sur la crise migratoire à Mayotte. Quelle issue vous voyez à cette crise, vous ? Écoutez, c'est simple. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête quand vous avez, avec les pirogues, si vous voulez, les pirogues à moteur, ils viennent d'Anjouan, de la Grande Comore et autres, une femme passe quelques heures dans le bateau, elle arrive à Mayotte, elle va accoucher dans de bonnes conditions, il ne faut pas l'oublier, à l'hôpital de Mayotte, et les enfants deviennent français parce qu'ils ont accouché à l'hôpital de Mayotte. Comment voulez-vous empêcher que ça continue ? Quand vous êtes dans un pays très pauvre comme les Comores, où les gens crèvent la faim, parce qu'il faut voir les Comores, comment ça se passe, qu'est-ce que vous dites ? Tiens, j'ai la possibilité pour mes enfants d'en faire des Français qui vont bien vivre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous y allez. Vous savez, le général Assoumy, il y avait quand même un amendement au droit du sol. Le général Assoumy, qui est le patron, le président, j'ai entendu là qu'il était pour les... Je suis un peu dubitatif sur ses relations, c'est un Saint-Cyrien. Moi, je le connais bien, Assoumy, le patron, le président. Qu'est-ce qu'il a toujours dit ? La première fois, c'est un Saint-Cyrien et un vrai. Et là, lui, il ne va pas trahir pour les Russes ou machin. Il est bas. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Le premier jour où il est arrivé au pouvoir, il a dit aux Français « Quand est-ce que vous nous rendez Mayotte ? Rendez-nous Mayotte et vous n'aurez plus de problème. » C'est vrai. Rendez-nous Mayotte et vous n'aurez plus de problème. Les Mahorais, mais les Mahorais, attendez. Mais les Mahorais ne le souhaitent pas. Et peut-être que pour les Comores, vous dites. Non, mais vous dites qu'est-ce qu'on fait avec les Comores ? Les Mahorais ne le souhaitent pas. Donc on est quand même en démocratie. Et puis les Kanaks aussi, pour en revenir, parce que j'ai pas compris pourquoi vous êtes dispersés. Enfin, on a une minorité de gens qui ont tué un gendarme, et on est là à trouver des solutions. Mais moi, je vous parle politique. Je parle politique. Je parle pas sentiment. Je parle pas sentiment. Moi, je suis un factuel, vous savez, par mon métier, par mes origines, mon système de pensée. Si on dit Mayotte doit rester français parce qu'un jour on a décidé, d'ailleurs entre parenthèses, sans référendum et sans rien, en France on n'a pas été consulté pour l'indépendance, pour prendre Mayotte chez nous, je vous le rappelle. Bon,
Donc, on a décidé que c'était chez nous. Si on décide, on dit on le garde, eh ben à ce moment-là, la réponse, je vous l'ai donnée, ça continuera éternellement. Ils passeront des îles de Comores, ils passeront à Mayotte. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Et vous n'allez pas mettre des barrages ou tirer à la mitrailleuse sur les femmes Si enceintes. c'est arrêté de donner 150 millions d'euros au gouvernement comorien en aide au développement, déjà, le gouvernement comorien est en train de nous faire la guerre et on continue à... Non mais vous trouvez ça normal qu'on donne de l'argent à un gouvernement qui est en train de nous faire une guerre territoriale. Les Comores nous insultent du matin au soir et on leur donne 150 millions d'euros chaque année. Mais on est quoi? On est des vaches à lait? C'est les Français qui payent. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas sérieux puisque ça ne servira à rien. Mais le retrait du droit du sang, si. Ouais, le retrait du Alors, il y a déjà. C'est le retrait du droit du sang. Mais il a déjà été si les gens viennent accoucher à Mayotte, non, mais qu'ils ne deviennent plus citoyens français, oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il faut justifier d'un parent mahorais pour pouvoir avoir la nationalité française. De mettre le droit du sang déjà, sur cette partie. Il a déjà été amendé. C'est le premier territoire français, en plus c'est un département mais il faut où le droit du sang a été... Allez, ce sera le mot de la fin. On termine avec, pour la fin de ce premier débat donc, de Bistro Liberté ce soir avec les caricatures, les dessins de notre ami Ignace, qu'on peut applaudir encore bien fort. Tout d'abord, quelle politique pour les dom-tom? Et on voit Emmanuel Macron dire des papouilles. Voilà, je vous la donne, elle est pour vous. Exit le festival de Cannes, bonjour le festival de Kanaki, bien vu. L'exécutif se plaint d'ingérence étrangère, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On voit Poutine qui élève le pouce. Et enfin, comment rétablir l'ordre en virant le chaos? Bah oui, il fallait y penser à ça. Bravo Ignace, on enchaîne tout de suite avec l'interview confession. Allez, c'est désormais l'interview confession, des questions très simples, des réponses tout aussi simples et un peu rapides si on le peut. C'est la première question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout? L'arrogance. L'arrogance. Oui. Vous avez été confronté à beaucoup d'arrogance dans votre vie? Oui. De la part de qui? De des politiques? De beaucoup de gens, les politiques, des cadres des dirigeants d'entreprise, des penseurs, enfin de tout le monde, de tous les niveaux. Le politique le plus arrogant pour vous aujourd'hui, c'est qui? Pas de langue de bois. Ah non, mais j'essaie de réfléchir, il y en a bien tellement que... Il y a bien un qui est un peu l'arrogant au chef, non? Ah ben je pense que tout le monde se réfère au chef, oui. On parle du chef Emmanuel Macron. Ben oui, je pense qu'il est très arrogant. Allez, deuxième question. De quel pays faut-il s'inspirer? De quel pays faut-il s'inspirer? Vaste question. Ah. Ben, ça dépend de ce qui se passe, ou de ce qu'on cherche, ou de ce qu'on regarde. Il y a des pays très intéressants parce qu'ils sont en politique internationale, il y en a d'autres en politique intérieure. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup, moi, par exemple, à la politique internationale de l'Italie, de Meloni, parce que je trouve que c'est très astucieux. Je m'intéresse à la politique africaine du Royaume du Maroc, parce que je trouve qu'elle est géniale. Et vous voyez, pour vous donner des exemples, voilà, oui, mais ça me... Voilà. C'est une réponse. Troisième question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Je ne peux pas vous dire. Honnêtement, moi, je ne peux pas dire parce que j'ai changé. Il y a eu plusieurs fois dans ma vie des choses qui se sont passées qui m'ont amené à changer. C'est d'ordre plutôt personnel ou professionnel? Non, mais peut-être vous surprendre. Probablement, si, c'est que quand j'ai rencontré ma femme, parce que sans elle, je serais mort alors qu'il est. Parce que je faisais un métier où j'aurais laissé la peau. Donc elle m'a évité de laisser la peau, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Pas mal comme réponse. Question suivante. Avec qui avez-vous regretté d'avoir collaboré? Avec qui vous regrettez d'avoir collaboré? Alors, si la question c'est est-ce que je regrette d'avoir collaboré avec Russia Today pour faire des émissions pendant 2 ans, hein, qu'on m'a reproché ensuite en me traitant de pro-russe, de tout y est passé. La caméra est là. Pardon, la caméra est là, oui. Je suis très content de l'avoir fait. Je ne regrette pas. Hein, et je regrette d'autant moins que j'avais commencé quand le président Macron avait reçu Poutine à Versailles. Donc, je partais avec une belle comparaison. Quel regard vous avez sur Vladimir Poutine, justement?
Je pense qu'il est plus intelligent que ce qu'on le présente en France. Et il y a une chose qui me frappe actuellement, c'est qu'il est en train de préparer sa sortie et son remplacement, et que personne n'en parle et que personne ne le voit. Ah bon, Par exemple, en nommant un ministre de la Défense qui est un économiste. Il prépare la génération qui va prendre le pouvoir derrière lui. Bon, enfin, il est là jusqu'en 2036 quand même. Attendez, il est en train de préparer les choses. Et regardez ce qui se passe en Russie, regardez la création d'un groupe de formation pour les dirigeants. Non, il est en train de Non, je pense que c'est quelqu'un qui est en train qui veut continuer en passant la main à des gens en qui il a confiance. D'accord. Allez, dernière question. Avec qui avez-vous été heureux de collaborer? Avec qui vous avez été heureux de travailler? Non, mais là, j'ai bien entendu, mais vous savez, j'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels dans ma vie. Je peux vous en donner quelques-uns, c'est pas un secret. J'ai commencé dans l'armée, j'ai eu la chance de travailler avec le général Bijard, et puis ces officiers qui avaient fait l'Indochine, et j'ai appris énormément avec eux. J'ai eu la chance après de travailler avec Paul Ricard, le créateur de la Maison du Pastis, là, qui est maintenant 2e groupe mondial dans les spiritueux. Et c'était une expérience. C'est lui qui m'a appris le monde de l'entreprise. J'ai eu la chance de travailler avec un autre individu qui s'appelait Klaus Jacobs, qui était le patron de Jacobs Suchard, un Allemand, Suisse-Allemand, enfin un Allemand, qui avait monté le 2e groupe mondial dans le café et le chocolat. Il m'a aussi appris comment on travaillait dans les grandes boîtes américaines, ce qui n'est pas du tout la même chose que chez nous, il faut être très clair. Donc vous voyez, voilà 3 individus. Mais après, j'ai eu aussi d'autres gens qui m'ont beaucoup appris par les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Et là-dedans, moi, je vais vous citer mon oncle, Pierre Juillet, et la personne qui était avec lui, qui était Marie-France Garot, qui vient de mourir. Oui, qui vient de décéder d'ailleurs. Parce que ça, c'était des gens intelligents. Allez, merci Alain Juillet. On se retrouve tout de suite pour le dernier débat de la soirée. Affaire Mohamed Amra, la preuve de la faillite de l'État. La France est-elle devenue un Eldorado pour le grand banditisme? Comment rétablir l'autorité de l'État? Voilà donc le dernier débat de cette soirée qui s'annonce là encore sensible, et je vois Bruno Attal qui est resté étonnamment silencieux depuis quelques minutes. J'ai levé la main toutes les 2 secondes, mais voilà, vous n'avez pas voulu donner la parole. Donc, bien entendu. Mais je vais me rattraper, cher Alain. Voilà, donc on a intitulé ce débat, cher Alain Juillet, affaire Mohamed Amra, preuve de la faillite de l'État. D'abord, question très simple, comment est-ce que vous avez réagi en apprenant l'évasion de Mohamed Amra lors d'un transfert? C'était le 14 mai dernier. D'abord, on ne peut pas se réjouir lorsqu'on voit l'attaque d'un fourgon pénitentiaire, digne d'un film, comme on faisait avant dans les hold-up pour les fourgons bancaires. On ne peut pas se réjouir en sachant en plus qu'il y a 2 malheureux qui étaient là, qui sont la mort des agents pénitentiaires, donc Fabrice Moello et Arnaud Garcia, que je tiens à citer pour leur rendre hommage. À un moment, il faut se dire, il y a quand même... il va peut-être quand même un jour falloir mettre les points sur les i et dire ça suffit. Bruno Attal, comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Comme en Nouvelle-Calédonie, je vous rejoins, ça suffit. Vous avez une minorité de gens qui causent des troubles aux concitoyens. Là, c'est le grand banditisme, effectivement. On a 2 morts sur le carreau. La première chose que Darmanin a faite, c'est de surtout ne pas diffuser les images. Voilà ce qui importe à ce gouvernement. Ne pas diffuser les images, ne pas montrer aux gens ce qui se passe réellement dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il y a un père de famille et un père qui verra jamais naître son gamin. Moi, à chaque fois qu'il y a des gens des forces de l'ordre qui meurent comme ça, je veux savoir si c'est évitable ou pas. Aujourd'hui, Amra était classé numéro 3 sur une échelle de 4 sur sa dangerosité, ce qui obligeait une escorte policière avec des armes lourdes. Ça n'a pas été fait. Où sont nos ministres qui démissionnaient sur ce genre d'affaires? Ils ont la responsabilité de 2 morts. Alors pas eux, effectivement, mais il y a des choses qui se passent dans cette administration où il y a des manques. Surtout que depuis, on a appris des choses édifiantes. Et on va y venir avec, effectivement, M. Amra, qui était le roi de la prison et qui a ramené même des prostituées. Donc, que font nos gouvernants moi, en tant que petit gardien de la paix, j'ai été sanctionné quand j'ai fait des erreurs, et c'est normal.
Où est la sanction chez toutes ces hommes en cravate dans les ministères, sur les gilets jaunes avec des éborgnements parce qu'on a donné des mauvaises grenades aux policiers ou qu'on a mal réglé leur LBD, j'en parle dans mon livre. Où sont ces personnes, ces responsables politiques ou ces grands pontes, ils ne sont jamais sanctionnés. Donc est-ce que dans cette affaire, encore une fois, forcément il y a eu des erreurs? Ça peut être de l'incompétence, ça peut être de la bêtise, ça peut être je ne sais pas quoi, mais il devrait y avoir des enquêtes administratives pour savoir est-ce qu'on aurait pu sauver ces 2 vies. Voilà. Et c'est les questions que je me pose à chaque fois qu'il y a une personne des forces de l'ordre qui meurt. Mais avec cette question se pose aussi la question du laxisme de la justice et du système carcéral aujourd'hui en France. C'est-à-dire que au-delà de tout ça, on voit que les prisons françaises aujourd'hui sont devenues un club med, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des PlayStation, des écrans plasma, qui continuent à avoir leur trafic de drogue, et tout ça évidemment payé par le contribuable français. On a des terroristes qui sont en prison, qui sont dans des chambres de luxe, payés par le contribuable, et par contre sur tout un tas d'autres sujets, l'argent manque. On nous explique qu'il fallait faire la réforme des retraites parce qu'il n'y avait plus d'argent, on nous explique qu'il fallait faire tout un tas de réformes, qu'on brime les Français en permanence tous les jours sur l'argent public, les dépenses publiques. Par contre, aller livrer des chambres d'hôtel en fait, pour des terroristes et pour des gens qui nous haient et qui créent en plus des problèmes dans la société, ça, aucun problème. Donc ça montre aussi le laxisme de la justice et une certaine forme de complaisance vis-à-vis de cette délinquance. Il y a une complaisance. J'aimerais qu'on revienne quand même à ce drame, donc à ce type d'événement qui rappelle les heures sombres du Mexique et de la Colombie Alain Juillet. On entend beaucoup, notamment à l'étranger, que la France serait en train de devenir, je cite, un narco-État. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Et Yves Peuzot, vous répondez après. Moi, je crois. Quand on voit la montée en puissance à la fois de la drogue... C'est devenu un Eldorado pour le grand banditisme, la France, aujourd'hui? Mais déjà, il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, moi. C'est le jour où j'ai découvert que dans les comptes de la République, les comptes de l'État annuels, parce que ça représente 3 milliards, on rajoute la vente de la drogue dans les comptes de l'État pour le PIB national de l'année. Je dis, mais c'est pas possible. Mais oui. Incroyable. Mais oui. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment ose-t-on, alors que c'est quand même c'est criminel. Pardon ? Je crois qu'il rajoute aussi la prostitution, il me semble. Oui, mais il rajoute aussi la prostitution. Non, mais là, je parlais de la drogue. Mais il rajoute aussi la prostitution. Ils ont, oui. Alors, à un moment, il faut dire stop. Si l'État dit oui, mais ça rapporte de l'argent, c'est bien, alors allons jusqu'au bout. Devenons totalement, effectivement, un narco-État, et puis la vie sera belle. C'est fou. Justement, est-ce qu'on n'a pas, et ça j'aimerais aussi avoir l'avis de Bruno là-dessus, est-ce qu'on n'a pas là aussi sous-estimé l'explosion du marché de la drogue déjà, et donc les revenus générés par cette drogue? Là, on a une scène digne de Casa de Papel, ou quasiment une copie de la télé, quoi. Mais pour libérer quelqu'un, on va jusqu'à tuer 2 personnes. On arrête le fourgon à un péage, ou en général, même un péage proche de nœuds d'échangeurs, où il y a beaucoup de policiers, très souvent. Il y a même des douanes dans ces coins-là. Donc c'est pas... le fourgon n'a pas été arrêté sur une route de campagne isolée, quoi. Donc ils font ça en pleine lumière, en sachant qu'ils sont filmés probablement. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'ont dit un certain nombre de magistrats marseillais il n'y a pas longtemps, qui parlaient de Marseille en disant que c'est devenu une narcocité, en expliquant que quand on a de l'argent, on peut corrompre. On a vu cette mère, je crois que c'est la mère d'Avalon, qui a été, chez qui on a retrouvé un stock de cannabis et de cocaïne. Tout ça montre que finalement, d'un côté, vous avez du grand banditisme et des trafiquants de drogue qui ont une manne financière incroyable, et de l'autre côté, vous avez une police qui a toujours le même... voire moins, ou en tout cas qui est et ça, cette disproportion, elle a pas été, il me semble qu'elle n'a pas été appréhendée. Mais il faut aussi faire le lien entre, en effet, ce problème de narco-État et le lien qu'il peut avoir aussi avec l'immigration. Vous dites que Marseille était une ville aujourd'hui, une narco-ville. C'est aussi plus une ville française, Marseille, dans certains endroits. Et on observe que ce Mohamed Amra, a priori, c'était pas un gentil social-démocrate scandinave non plus. Donc il y a aussi une surreprésentation dans ce système de narco-État. On l'a vu aux Pays-Bas, où c'est aujourd'hui la mafia marocaine qui est en train en fait de menacer directement le gouvernement d'une des 20 premières puissances mondiales, les Pays-Bas. Donc en fait, il y a aussi un lien
avérée entre les populations issues de l'immigration et ce narco-État qui est en train de s'installer. La différence, c'est qu'un certain nombre de pays, je pense à la Hollande par exemple, et à l'Italie, font la guerre. Ils font la guerre à ces mafias. Nous, on a l'impression qu'on se traite ça comme... ça reste des faits divers qui sont de plus en plus importants et qui font que la donne a changé et que la vie des policiers est épouvantable. C'est-à-dire qu'ils sont face à des menaces... Mais en même temps, dans lesquels on ne leur donne pas forcément, bien sûr. On a abandonné des territoires. Il y a des territoires aujourd'hui qui sont sécessionnistes, qui ne font plus partie de la République, qui sont complètement abandonnés par l'État de droit. Aujourd'hui, ça doit être un enfer. Enfin, Bruno et Yves. Voilà. Moi, j'ai bossé au STUP. J'ai fait presque 2 ans à la brigade des STUP. Bien sûr qu'on manque de moyens, mais c'est surtout la sanction. Il n'y a pas la sanction derrière. Et je voulais prendre l'exemple d'un gardien de prison que j'avais rencontré. Il m'a dit, moi, j'ai connu le temps où quand un gamin rentrait en prison, il pleurait. Et quand il était en prison, il pleurait. Et le jour qu'il sortait, il pleurait. Aujourd'hui, il arrive en prison, il est mort de rire. Il est en prison, il est mort de rire. Et quand il sort, il est mort de rire. Donc voilà, il faut changer tout ça. Du début à la fin, ils n'ont plus peur de rien. Il n'y a plus aucune sanction. Du juge, des parents, des policiers, des juges, voilà, de l'incarcération, ils n'ont plus peur de rien. Donc il y a un vrai travail à faire sur la sanction. La sanction, c'est aussi l'éducation. Voilà. Il faut avoir peur d'aller en prison. Aujourd'hui, qui a peur d'aller en prison? Quand vous allez en prison, vous avez le droit de faire du surf, vous avez le droit de faire Koh-Lanta. Vous allez au château de Versailles. Voilà. Si demain vous avez un gosse, si vous n'arrivez pas à lui payer des vacances ou si vous n'arrivez pas à lui payer des études, demandez-lui d'être délinquant. Il aura la prime à pouvoir faire des études en prison. Donc, et quand ils vont en prison, parce qu'ils ne vont pas systématiquement. Là, celui qui a poignardé à Lyon dans la station de train, il est maintenant en psychiatrie. C'est-à-dire qu'on poignarde des gens, le type est sous OQTF, il n'a rien à faire sur le territoire, il aurait dû être expulsé depuis belle lurette, il poignarde 4 personnes et il va en psychiatrie et puis bientôt on lui chante la berceuse. À un moment donné, ça suffit, quoi. Yves Pozzo-di-Borgo. Oui, moi je vais dans votre sens. C'est vrai qu'on a un problème d'autorité dans les prisons. Ouais. Dans ma carrière administrative, tout à fait, j'étais pendant 3 mois par hasard à l'administration pénitentiaire et là, je vous racontais qu'il y avait vraiment des jeunes sous-directeurs et directeurs de prison qui étaient très conscients de ça, qui avaient vraiment un sens moral important et qui savaient que l'autorité est la chose principale. Là, quand on a découvert que franchement, ce voyou là, téléphonait, gérait tout de sa prison, c'est extraordinaire. Mais moi, je voudrais faire une remarque beaucoup plus générale. Il y a eu, quand j'étais sénateur, une décision de l'Assemblée nationale du Sénat de faire une commission d'enquête sur le trafic de drogue et notamment surtout ces zones non droit qui vivent d'ailleurs de la drogue. On a je ne sais plus combien de zones, enfin, vous devez savoir mieux que moi. Et bon, je connais, c'était pas la première ni la dernière, et je crois qu'il y en a encore une au Sénat. Seulement, je n'ai pas participé à tout, mais simplement un jour j'ai voulu poser la question que je trouvais qui était la question la plus importante. On sait très bien que tous les réseaux de trafic de drogue, même si la cocaïne c'est autre chose, la base de leur richesse, c'est la marijuana et le hashish qui arrivent du Maroc. C'est 90%. Et la question que j'ai posée à l'époque, je ne peux pas dire le nom parce qu'il m'a répondu en bégayant, c'était un responsable politique de la présidence. J'ai posé la question, mais j'ai dit, mais attendez, on sait très bien que tout ce hashish, toute cette marijuana arrive d'où? Du Maroc, avec la caution des autorités du Maroc. Croyez-vous qu'il est possible de sortir autant de quantités de drogue alors que la police du Maroc est une paroisse extraordinaire et quand on sait qu'en plus toute la hiérarchie du Maroc profite de ce trafic, c'est un problème d'État à État. Et j'ai posé la question, le problème, vous ne réglerez ce problème-là que si vous posez la question au Maroc. Et j'ai vu le représentant à l'époque, qui était représentant de l'Élysée, qui a bégayé, il ne savait pas quoi répondre. Et le problème, c'est qu'en ne posant pas ce problème, en n'étant pas ferme à l'égard du pouvoir marocain, on a laissé faire tout ce qui se passe. Vous voulez la réponse? Allez, admettons, le Maroc arrête de nous envoyer son cannabis. C'est bien qu'il y a un tas d'autres intérêts. Voilà, d'accord. Mais je vais vous dire, mais on en fait quoi de ces populations? Vous croyez qu'elles vont aller travailler à Lidl? Vous pensez qu'elles vont travailler à Lidl pour 1 000 euros par mois? Mais oui. Voilà, exactement. On achète la donc paix du coup, sociale. il y a des gens qui sont perdus. Moi, je connais des gens qui ont travaillé 10-15 ans dans la drogue. Ils vont jamais se réinsérer. Ils ont eu un train de vie, ils ont une vie, ils ne se réinséreront jamais. Ça dit quoi, Julien, de notre système policier et judiciaire? Parce que... Ah non, mais moi, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que dans toute une zone, dans les banlieues, dans certaines banlieues, beaucoup de banlieues, aujourd'hui, on a sciemment fermé les yeux sur cette réalité parce que c'était bien pratique. Il y avait certes un chômage énorme dans ces populations-là, mais c'était pas grave parce qu'il y en a qui ramenaient l'argent de la drogue et tout le monde vivait là-dessus.
Et c'est sûr que quand vous avez dans une famille, dans ces coins-là, vous avez le père, il n'est pas là en général, il est parti. La mère, elle a 5 ou 6 enfants, elle est au chômage. Eh bien, il y en a un ou deux qui ramènent le petit, il ramène 500, 50, 100 euros ou 200 euros par jour, hein, parce qu'il fait le chouf à la place à côté. Eh ben, on dit, c'est bien, comme ça, il n'y a pas de trouble. Eh oui, mais c'est l'ordre républicain qui est mis en cause. Mais d'ailleurs, pendant les émeutes, je m'excuse de vous couper, pendant les émeutes, ce sont les caïds qui ont fait arrêter les émeutes. Qui ont fait arrêter. Ce ne sont pas les policiers. Et ça, on doit le cacher, mais bien sûr, parce qu'il y a une perte sèche. Il y a une perte sèche. Les émeutes, bien sûr. C'est bel et bien les caïds qui ont dit ça suffit, on ne gagne plus d'argent, alors maintenant vous arrêtez, on reprend nos activités. Et maintenant, il y a le Uber Eats. Pendant la visite de Macron à Marseille, des trafiquants de drogue qui ont émis à leurs conseillers, à leurs clients, désolé pour le dérangement, l'activité recommencera à partir de demain. Recommence à partir de telle heure, l'activité incroyable, recommence. un vrai business. Je vais aller plus loin. La fameuse photo de Macron qui serre la main à un bonhomme là-haut. Bon, j'ai appelé un peu les bacs, j'ai dit, vous le connaissez, j'ai dit, ouais, le mec, il est connu pour vendre de stupes. Donc, ce qui veut dire que notre président va serrer la main des mecs qui vendent de la cam à Marseille. Donc, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose sur ce sujet. Mais par rapport à tout ça et par rapport aussi au système carcéral, je me pose de plus en plus la question. Par la hiérarchie pénitentiaire aussi. Mais je me pose de plus en plus la question, étant donné qu'on va avoir, et Bruno l'a dit, des gens qui ne pourront pas se réinsérer dans la société, que ce soit des gens qui sont dans le narcotrafic, que ce soit des gens qui sont fichés pour islamistes. On a tout un tas de personnes qui ne pourront jamais être insérées dans la société. Et aujourd'hui, le système carcéral français en métropole ne fonctionne plus suffisamment. Donc peut-être qu'on le disait avec la Nouvelle-Calédonie, un tas d'îles françaises qui sont inhabitées et qui sont extrêmement grandes. Je pense faire des Alcatraz. Oui, non, mais sérieusement, parce que je pense qu'un fichier S, de toute façon, vous n'allez jamais le remettre dans la société. Il ne veut pas vivre dans notre société. Il ne veut pas en faire partie. Un Guantanamo à la française. On a des îles, notamment les îles Kerguelen, qui sont vides. Ils vivront avec les pingouins. Mais je vais vous dire, ils seront beaucoup plus heureux avec les pingouins qu'ici en métropole. C'est pas sympa pour les pingouins. Écoute, la Calédonie a déjà servi de bagne. Oui, mais là, ce serait l'armée d'Abdelkader. Mais ce serait catastrophique pour les populations locales. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer aux Calédoniens ou imposer aux Guyanais l'ouverture d'un bagne sur leur territoire. Donc il vaut mieux l'ouvrir sur un territoire qui est vierge, où il n'y a que des pingouins. Non, mais c'est pas faisable. On vit quand même dans une démocratie où quand on interpelle un individu pour trafic de stupes, et il a une peine, ça pourrait être 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne va pas le mettre 30 ans, 40 ans en prison. Je suis plus pour une déchéance de nationalité, parce que vous savez quand Éric Zemmour a été condamné pour avoir dit c'est tous les Noirs et les Arabes qui vendent. Non, effectivement, c'est pas tous les Noirs et les Arabes, mais au niveau du cannabis, 100% des gens que j'ai interpellés qui vendaient de la cam et du cannabis, en gros, c'est les vendeurs de shit dans les cités. Voilà. Oui. Et donc, c'était comme la mafia corse avant, c'était comme les Marseillais, c'est-à-dire que c'est effectivement. Voilà. Oui. Il y a des gens bien partout. et donc voilà, mais moi je suis plus pour une la déchéance de nationalité, je suis d'accord, mais il y en a qu'on ne peut pas déchoir de la nationalité parce qu'on ne peut pas faire d'apatride. Alors moi j'aimerais quand même, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous quand même un ancien patron du renseignement, la DGSE. Moi j'aimerais quand même vous poser une question assez simple, à laquelle j'ai toujours pas apporté de réponse, ou pas reçu de réponse. On apprend que des centaines d'enquêteurs sont mobilisés donc aux trousses de ce Mohamed Amra. Comment vous expliquez qu'il soit si difficile de mettre la main dessus? On est nul ou quoi en renseignement? Non, c'est pas si facile. Alors, c'est pas si facile que ça. Non, mais attendez, si vous avez en face, si vous avez affaire à des imbéciles, évidemment, ils vont commettre des erreurs, mais plus les gens sont performants, si je peux m'exprimer ainsi, et plus c'est difficile. Et puis en plus, ils bénéficient de réseaux de protection considérables. Et comme il y a beaucoup d'argent, il faut bien voir les choses en face. La drogue, c'est beaucoup d'argent. Les caïds de la drogue, ils ont énormément d'argent. Et avec de l'argent, vous achetez tout. Vous achetez le silence, vous pouvez organiser, vous pouvez mettre des gens en place dans des coins et personne n'en parlera et ainsi de suite. Mais on n'a pas des taupes justement, des indiques c'est pas simple. Le temps des journalistes, le temps des journalistes, le temps de la police et le temps de la justice n'est pas le même. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il doit être certainement localisé. Il est toujours en France d'ailleurs ? Il doit être certainement localisé. Aujourd'hui, il y a certainement des écoutes parce qu'il faut aussi attraper les tueurs. Parce que lui,
c'est il sera vrai, certainement c'était- peut-être pas poursuivi. C'était simple. Parce que Oui, lui, il va en dire, plus, moi, j'ai en rien plus, fait, j'avais il des dira, menottes mais dans le moi, dos. j'ai rien demandé. je Donc suis du coup, sorti, on donc essaie c'est pas aussi coupable. certainement de faire la procédure pour savoir qui a fait quoi, qui on va interpeller. Et donc voilà, donc il y a toute une procédure, c'est pas juste on sait où il est, on C'est va le toper. compliqué, hein, c'est Si très comme- très compliqué. Moi, il y a une question qui me taraude. Si, comme on dit, et effectivement, les écoutes révélées par le Parisien sont assez bluffantes, où vraiment il dirige une opération à Bordeaux depuis sa cellule. Il Ouais. explique que, attention, on revient pas dans telle rue parce que les flics sont déjà là. Enfin, bref, il fait tout en direct, on a l'impression, sur un écran. Qu'est-ce qui justifie qu'un commando, parce que c'est véritablement ce qui s'est produit, doté, équipé d'armes, bon, il y avait probablement du HK et peut-être du armes de MP guerre. russe, Ah ouais, enfin ouais, des ça, choses c'est clair, très des armes de très guerre, oui. comment On arrive avait à peut-être livré à s'habiller, je l'Ukraine. disais en Casa des Papel, dans une voiture, à monter une opération sur un péage pour libérer un type pareil, alors qu'il gérait son business depuis la prison. Qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi il était si important pour que ça justifie c'est le milieu marseillais. Il y a plusieurs options, si vous voulez. Il y a celle qui est la moins vraisemblable, c'est qu'il voulait le récupérer parce qu'il a des choses à cacher et qu'il voulait savoir ce que c'était. Il y a eu cette théorie, oui. Ouais, vous avez lu cette théorie, Oui, c'est une des possibilités. Il y a aussi le fait que Beaucoup c'est de le chef. policiers qui en parlent, alors je ne Et sais pas si et il y a aussi le vous l'avez chef, entendu. et le chef, il essaie de les sortir. Ouais. Ses troupes essaient de le sortir. Moi, mais mais si vous voulez, moi, pour revenir à ce que vous dites tous là, parce que moi, ce qui me gêne vraiment dans cette affaire-là, c'est qu'en définitive, celle-là ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est qu'on voit en définitive que on est face à des gens qui n'ont plus aucune retenue. Aucune. Aucune limite. C'est clair, quand on voit ça, le spectacle qu'on a vu, La ça se mort voit a dans pas les de valeur. films. Enfin, Que risque-t-il? ah oui. Enfin, la vie n'a pas de valeur pour eux. Disons, ils sont prêts à tout. la question à partir de là, c'est à l'évidence, C'est ça qui était fou. mais notre système, il est pas au Il point. serait Notre sorti système au bout de Il a tenté de 2 ans, s'évader je la crois. veille, quand même, hein. Il a tenté de s'évader dans le... Oui, et donc finalement, il ne partait pas pour une grosse peine. Donc pourquoi le sort... Enfin, il y a quelque chose de... Ouais, mais c'est bizarre. Mais d'un autre côté, regardez, il y en a eu d'autres qui se sont évadés, hein, Sûr. plus ou moins intelligemment Nino d'ailleurs. Ferrara, Hein. enfin, Bon. Mais la question, c'est aujourd'hui, ils n'ont plus peur de rien parce qu'en face, on ne fait rien pour qu'ils aient peur. Tout à fait. Et le talon d'Achille de la drogue, hein, on va revenir sur Al Capone ou des choses comme ça, c'est l'argent. C'est-à-dire que moi, je me souviens, pour interpeller des narcotrafiquants, c'était 1 an, 2 ans de filature, d'écoute, d'audition. C'était un travail monumental pour finalement, des fois, arriver à rien du tout. Alors, 1 an de prison, 2 ans de prison. Aujourd'hui, si vous arrivez juste, et Sarkozy a parlé des GIR, je ne sais pas ce que c'est devenu, juste de prendre l'argent de ces gens, de dire à une personne, tiens, tu es au RSA, tu roules dans une voiture à 150 000 euros, tu fais des voyages, tu as des bouteilles de champagne. Et c'est comme ça qu'on peut les toper avec à moindre frais. Alors, ils ne seront pas incarcérés pour du stup, mais ils seront incarcérés pour de l'argent sale. Et c'est beaucoup plus simple au niveau de l'enquête que de faire des filatures. Voilà, il y a pas mal de choses. Je suis aussi pour un vrai référendum sur la dépénalisation du cannabis ou pas, parce que est-ce que nos concitoyens veulent dépénaliser aussi le cannabis? Parce que si demain on devait dépénaliser le cannabis, que va-t-on faire de ces gens qui gagnent 3 milliards? Il y a des gens qui se partagent un gâteau de 3 milliards d'euros. Que vont-ils devenir? Donc c'est pour ça que le gouvernement a peur. C'est pour ça que le gouvernement... Parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Donc vaut mieux les laisser trafiquer, s'entretuer entre eux. Alors des fois, il y a une balle perdue d'un pauvre gosse qui prend une balle ou d'un passant. Mais finalement, tous nos gouvernants, depuis 40 ans, mettent la poussière sous le tapis. On les laisse, voilà, ils font leur pognon, ils emmerdent personne et tout le monde est content. Pour revenir, le métier d'agent pénitentiaire, il est suffisamment valorisé d'après vous ou pas? Parce que c'est ça aussi. Ils souffrent plus que nous, les policiers. Moi, dans mon syndicat, on avait aussi des agents pénitentiaires. Les menaces, les passages à tabac, ils prennent plus que nous parce qu'ils ont beaucoup moins de visibilité en plus. Donc ils peuvent, voilà, ils ont fait une grève, ils ont brûlé 2-3 pneus, mais ça reviendra au même. Nous, on est pour les intégrer au ministère de l'Intérieur, par exemple. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et surtout, encore une fois, avoir la vraie sanction que le prisonnier, le délinquant, le criminel n'a pas peur il n'a peur de rien. Oui, vous avez vu les vidéos, ils font des anniversaires, ils courent, ils se moquent. Et je ne vous parle même pas de l'islamisme dans les prisons. Je ne vous parle même pas des gardiens qui sont en souffrance. Enfin, c'est juste incroyable. Incroyable. La vraie question, c'est comment recréer la peur
chez tous ces gens-là? Est-ce que c'est par la formation, la sanction probablement c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'actuellement, on est dans une situation qui est Je vous assure que très 6 mauvaise. mois à Kerguelen, à mon avis, ça refroidit et ça Ah non, mais dissuade. Voilà, donc, je vous suivrai bien sur Kerguelen, parce qu'en plus, on pourrait les laisser libres. Alors ça plairait aux mais oui, ONG, voilà, donc, ils seraient ils sont libres, ils ne pourraient pas s'évader. ils se ça, c'est pèlent, et puis clair. après, je peux vous dire Hein que quand Mais- vous avez la possibilité d'être envoyé à Kerguelen, vous réfléchissez à Oui. 2 fois avant de commettre un délit. À mon avis. Oui, seulement vous pouvez faire confiance à nos ONG multiples et variées pour Pas loin dire de non. l'Arctique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Yves Pozzo-di-Borgo? Il faudrait pénaliser les consommateurs de drogue aussi? Il y a, je suis très intéressé par ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine. Bon, c'est vrai qu'au Mexique, vous avez le président, il est très lié à la grande famille qui contrôle toute la drogue. Et notamment, récemment, un des enfants s'est fait arrêter par les policiers qui faisaient leur travail. Et les frères sont arrivés, ils ont commencé à massacrer dans la ville, il y a eu peut-être 100 ou 150 morts, et donc le président, il leur donnait raison au fils du narcos contre la police. C'est un truc complètement fou ce qui se passe au Mexique. Et puis vous avez, je crois que c'est l'État du Pérou. Je ne sais plus lequel. Non, c'est le Salvador, c'est la Salvador. Russie. Ou là, c'est Le radical. Salvador. Moi, je suis allé au Salvador à l'époque. énorme. Je suis au Salvador à l'époque quand il y avait la guerre civile, je vous assure. Voilà. bougeaient C'était terrible. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? C'était terrible. Enfin, on voyait très bien que c'était un autre Salvador monde. était un État en faillite. Voilà. hein. Et là, c'est vrai qu'il a pris des mesures complètement radicales, évidemment, avec Et ça a toutes nos marché. ONG. Et voilà. Mais le problème, je crois que derrière tout ça, nous avons, moi je raconte là, je pense à ces jeunes directeurs, sous-directeurs de la prison, mais qui ne travaillent pas avec eux pendant 3 mois, c'était il y a presque 40 ans, c'est vieux. Mais si vous voulez, c'est un problème d'autorité. Tant qu'on ne donnera pas d'autorité, qui sont humiliés, attendez, mais ce qui s'est passé avec le type, on devrait plus avoir l'autorisation des téléphones en prison. On devrait plus, les personnes qui viennent visiter devraient te fouiller, elles sont plus fouillées. On a parce que appris par le découvert. JDD que justement Oui. Mohamed Amra avait commandité son évision tranquillement Mais depuis bien sa sûr. prison. Comment c'est possible ça? Mais c'est ça qui est le C'est là problème. où je me C'est dis, là où il y a un c'est problème laisse d'autorité faire. déjà, je pense. Oui, non, mais Parce qu'on les fait. après les fouilles, il y a des Ce que fouilles, il y a vient de plus dire des le fouilles sénateur. systématiques des. Quand vous avez, par exemple, on vous dit « Ah non, mais vous ne pouvez pas leur interdire le téléphone parce que c'est trop dur Enfin, ils sur sont le plan de la sur écoute vie. en permanence. Oh, non Non, mais attendez, le téléphone est interdit en il prison, faut hein. leur enlever le téléphone. Il est interdit en prison, Et le téléphone. si vous Il est enlevez déjà le téléphone, interdit. alors on va vous dire Il est oui, déjà mais interdit, nous rappelle. ils vont Il est interdit, sauf que bon, le Ouais, téléphone enfin, ils passe. l'ont voilà. tous. Voilà. Oui, mais ils l'ont tous, mais il suffit juste de mettre des brouilleurs. Des fois, c'est aussi simple que ça. hein. Mais voilà, il n'y a aucune volonté parce que c'est eux qui font la loi dans les prisons. Mais moi, oui, moi, j'ai oui, un on est agent, bien un d'accord. agent pénitentiaire qui me dit, moi, je ne les surveille pas, c'est eux qui me surveillent. Je suis dans la négociation perpétuelle. Et donc, il y a le caïd, il y a celui qui choisit qui va faire ses douches, il y a celui qui vend le shit, il y a celui... Donc voilà, donc... Tant qu'on ne mettra pas une main de fer dans Mais c'est- tout le oui, régalien, c'est ça. mais en plus, mais j'irai plus loin, pour les sauver eux-mêmes, parce qu'on leur donne un boulevard à ces gamins. Si on les sanctionnait, parce qu'on passe pour les méchants de service, nous, ouais, ils veulent la sanction, on sanctionne, et après, on pourra peut-être aller sur la réinsertion. Mais d'abord la sanction. Moi, je veux que le gamin, quand je l'attrape, je veux qu'il ait peur de moi, je veux qu'il ait peur du juge, et je veux qu'il ait peur de la prison. Parce que je me dis que peut-être on aura une chance de le sauver. Mais tous ces gauchistes, hein, je peux aller par 4 chemins, qui font de l'angélisme, ils ne veulent pas sauver ces gamins, ils veulent sauver leur conscience ou leur mandat. Voilà. Ou leur électorat, plutôt. Et Aussi. pourquoi une politique plus répressive qu'on voit dans d'autres pays, elle n'est pas possible en France, d'après vous? C'est justement... Parce le qu'on lobby, parce qu'on est dans un système dans droit de lequel l'hommiste, on a aux autorisé, on a financé des Parce que les peines, oui, organisations. derrière, voilà, faut Voilà, voir aussi. plein d'organisations qui sont financées pour justement les défendre contre les honnêtes gens. Il faut dire la vérité aussi. Est-ce que vous pensez que la nomination de M. Dupond-Moretti a été une erreur? C'était l'avocat des voyous? Est-ce que c'était un mauvais signal pour une réforme de... J'ai Comment dit que c'était le ministre des voyous, j'étais révoqué pour ça. Donc, vous voyez. Oui, non, mais enfin, en tout cas, on sait qu'il a défendu des grands bandits, tel Kader Mera et autres. Mais ça, c'est fait partie de son job d'avocat, je ne le critique Ouais. pas. Mais le fait qu'on l'ait pris, lui, c'était un peu, peut-être, une erreur de casting dans une... Oui, si mais le gouvernement avait regardez, voulu on a vu des vraiment faire un quantités- virage. On a eu des au niveau- quantités de ministres de la Justice. Bon, ils vont bien reconnaître qu'aucun n'a fait quoi que ce soit. Parce que de toute manière, pour faire quelque chose, le ministre peut pas. Il faut que ce soit une volonté générale imposée. Et il faut qu'il y ait un consensus général. Si le ministre de la Justice tout seul qui fait quelque chose comme ça, ah ben, il a son Premier ministre qui va l'appeler, qui va dire hey,
faut quand même penser à la suite, à nos élections et tout. Il ne faut pas oublier aussi le lobby des syndicats de la magistrature, etc., qui sont des juges rouges, c'est-à-dire politisés, et qui ont mis la main aujourd'hui sur les décisions de justice. C'est-à-dire que normalement, la justice est rendue au nom du peuple français, c'est dans la Constitution. Aujourd'hui, la justice, elle est rendue au nom d'une idéologie et de juges qui ont gangréné cette institution. Donc elle n'est plus rendue au nom du peuple, elle est rendue au nom de ces gens-là. Et c'est ça le problème. Mais l'État a encore les moyens de faire régner l'ordre en France, d'après vous? Est-ce que ce combat, il n'est pas déjà perdu? Vous savez, c'est comme tout, hein, c'est une question de volonté. Le vrai problème qu'on a, c'est la volonté. Le jour où il y aura un chef de l'État, et avec son équipe, qui dira, on prend le problème, ça va durer 2, 3 ans, 5 ans, ça va être très dur, on va avoir tous les problèmes qu'on a évoqués, mais on va y arriver. Moi, je suis sûr qu'on y arrivera, parce que il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, ce qui a été évoqué. Il y a ceux qui ont fait la répression très dure, hein, les Philippines avec Duterte ou le Salvador. Et dans les deux cas de figure, effectivement, la baisse de la consommation et du nombre de drug dealers, il a chuté comme ça. Évidemment. Parce que là, ça rigole plus. Mais il faut protéger aussi les policiers. Quand dans les banlieues, quand je disais tout à l'heure, quand la mère de famille qui a des petits qui ramènent de l'argent tout le temps, bon, le petit, il est arrêté. Bon, et puis il fait 2 heures, on lui dit c'est pas bien ce que tu as fait, il ressort, il continue. Bon, bah la mère, elle est contente parce que l'argent rentre toujours. Le jour où on le fait partir pendant 6 mois, l'argent manque à la maison. Ah, vous voulez dire que la responsabilité des parents est en cause aussi? Oui, mais aussi parce qu'on l'autorise. Non, je crois il est temps de prendre sérieusement le problème, mais il n'y a pas que nous, hein. Mais je constate qu'en Europe, parce que là aussi, on est toujours en train de parler entre nous, hein, de la France, c'est normal. On est à moins de 10 jours là, des élections européennes. Oui, mais regardez justement au niveau européen. Regardez comment les Pays-Bas, qui étaient le pays de la drogue en Europe, est en train de faire machine arrière, et puis vite fait, hein. Mais ils n'hésitent pas. Hein. Est-ce que c'est pas un appareil judiciaire anti-mafia tel qu'on l'a en Italie qu'il faudrait justement qu'on ait en France? Mais les Italiens, ils ont trouvé une solution. Ils avaient la mafia, c'était terrible en Italie. Bon, ils se sont battus, il y a eu des morts. Hein. Ouais. Bon, mais résultat, aujourd'hui, ils ont réussi leur coup quand même. Hein. La mafia, elle est brisée en Italie. Hein. Si on devait envoyer des policiers, admettons qu'on est... Parce qu'il faut aussi légiférer. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Pas totalement. La mafia, non. Pourquoi on La mafia sicilienne s'est affaiblie, mais la mafia napolitaine est très puissante. La mafia calabraise est très puissante. Celle-là continue, je suis d'accord. Elle est pratiquement la plus grande puissance de trafic de drogue du monde. Et puis, il ne faut pas oublier aussi toute la mafia en col blanc qui irrigue un peu toute l'économie italienne, comme d'ailleurs l'économie américaine. Oui, alors là, ces affaires de mafia sont des affaires qui sont un gros problème pour le monde entier, mais qu'on n'aborde pas parce que, par méconnaissance. Là, il faut voir Bauer, il faut voir Rofer, qui vous en parleront beaucoup mieux que nous, ou le commissaire là, qui vient d'écrire un livre sur la mafia et les présidents de la République. Guéraud, qui est extraordinaire. Lisez ça, mais vous comprendrez le monde. Comment s'appelle ce livre? Ah, il faut le lire, c'est la mafia et les présidents des mais c'est extraordinaire parce que, bon, je ne peux pas tout raconter, mais c'est extraordinaire. C'est remarquablement documenté. Et là, vraiment, il a fait un livre extraordinaire. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il soit pas sur toutes les radios et les télés, parce que c'est extraordinaire comme livre. Non, en tout cas, si on veut récupérer tous ces territoires perdus de la République, il va falloir d'abord légiférer, protéger les policiers. On l'a vu avec les émeutes. Moi, ce qu'on avait pendant les émeutes, c'était pas de prisonniers. Donc, voilà, on arrivait, on mettait une balayette et puis on allait à l'autre, alors qu'on n'a pas le droit, nous, par exemple, de porter des coups, de pas interpeller. Donc voilà, donc on nous a demandé, et puis après, les policiers, ils sont partis au casse-pipe, en garde à vue et poursuivis. Donc si demain, on doit aller chercher les trafiquants qui sont bien armés, hein, il y a de la Kalachnikov en face, eh ben, il y aura des morts. Donc moi, je conseille aux policiers, attendez que le législateur légifère, vous protège si vous êtes, non plus en légitime défense, mais là, vous allez carrément essayer de récupérer des territoires et ne vous retrouvez pas en garde à vue. Enfin, je dis tout le temps, un policier, il a le choix, soit rentrer entre 4 murs, soit entre 4 planches. Donc il faudrait maintenant une troisième possibilité. Charles Lajuillet, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Justement, je disais tout à l'heure, on est à moins de 2 semaines maintenant des élections européennes. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections européennes? Quel regard vous portez sur cette campagne en cours? Vous la suivez un petit peu? Ah oui, bien sûr, je la suis avec intérêt. Vous savez déjà pour qui vous allez voter?
Je regarde avec beaucoup d'intérêt un certain nombre de partis, mais ce qui m'intéresse, moi, si vous voulez... Vous hésitez entre quoi? Entre LFI et... Comment Vous Bien hésitez sûr. entre, bien Non, mais sûr. moi, c'est Voilà. entre LFI Et Place Publique, ouais, PS. Et le PS, oui, Voilà. c'est clair, c'est clair. Ça vous étonnera pas. Pas du tout. Voilà. Non, ce que je regarde, parce que je pense que c'est Non, très... de quelle liste vous sentez la plus proche? Allez, là, encore pas de langue de bois. Parce Ah que non, vous mais êtes- moi, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut revoir complètement... Moi, c'est très simple. M'intéressent les partis qui disent qu'il faut revoir fondamentalement les traités européens. Ah, vous êtes pour le Frexit, c'est ça ou- Ah, non, surtout pas. Juste non, on j'ai va- pas dit le Frexit. J'ai dit qu'il faut revoir les traités européens parce qu'on a dérivé. Complètement. Je pense qu'on a dérivé depuis très longtemps. Alors c'est qui là, pour vous, le parti politique de la liste de laquelle vous êtes la plus proche? Je peux me permettre. Pour bien comprendre. Juste avant, Yves. Alain, Non, c'est mais pour- moi je vous dis, c'est pas. politique, hein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc parce c'est que- quoi, RN, LR ou Reconquête? Ah non, moi je pense que les trois, si vous voulez, les trois aujourd'hui sont en train de dire un certain nombre de choses qui sont indiscutables. C'est-à-dire qu'il faut revoir en fond en Ouais, alors ça comble veut dire quoi, c'est les un traités langage, européens. pas de langue de bois? Non, Ça veut mais dire non, vous mais votez non, pour mais qui? non, mais attendez. Ça réduit à 3. Non, mais attendez. Entre RN et Reconquête, c'est Non, quoi? attendez, non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème pour moi. Pour moi, Non, ce qu'il Bardella, faut- vous aimez bien. Mais non, parce que vous avez Oui, aucun des non, mais partis j'ai qui pas a dit que un j'aimais problème pas européen. Bardella. Je ou- comprends. Vous ne ferez pas dire que Aucun j'aime des pas partis Bardella ou n'aborde j'aime des pas problèmes Marie. européens. Personne ne parle de la dette de l'Europe. Personne ne parle que maintenant oui. c'est dirigé par des fonctionnaires. Mais alors vous Personne ne abstenez. parle des Alors vous sommes votez qui ont pour- été dispensées par Madame Van Leyen, 70 milliards par des SMS. Mais personne n'aborde également le contrôle de la communication par Thierry Breton. Personne. Ce sont les Florian véritables Philippot, problèmes Ursula européens. von der Leyen. Mais non, mais c'est pas du tout, parce que le problème, Moi, c'est ce que qui vous avez m'intéresse- très Allez, pas peu tous de ensemble. partis politiques qui disent cela. Yves, Alain. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'on est à l'aube d'un changement fondamental au niveau de l'Europe, parce que les écologistes sont en train de s'effondrer partout, et je pense qu'ils ont fait un tort à l'Europe considérable depuis 10 ans, parce qu'on les a trop écoutés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Je dis qu'on les a écoutés, qu'à la fin, on a fait des âneries, hein, à cause de cette pression permanente. Bon, ça, c'est un premier problème. Donc, de ce côté-là, il y a une bête. D'un autre côté, l'équipe de von der Leyen et les autres, on voit bien qu'aujourd'hui, il est en train de se monter un parti plus à droite, un groupe beaucoup plus à droite, hein, et qui va faire une pression terrible et qui va les obliger à changer beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est pas un parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Vous avez groupe. parlé de Mélanie tout à l'heure. donc Ouais, c'était mais oui, plutôt- mais moi, ce qui m'intéresse, donc c'est le RN c'est l'équivalent de Mélanie. Non, oui, au fond. mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est non, c'est pas, ils en sont pas encore là. Ils n'entendaient pas entre eux. Hein. Mais ce que je dis, c'est que la création d'un groupe de pression de partis de droite est absolument nécessaire aujourd'hui dans l'Union européenne pour faire évoluer l'Union européenne de manière à ce qu'elle soit mieux adaptée par rapport aux besoins que nous avons. Moi, c'est ça. Moi, au départ, je suis gaulliste. Je ne le cache pas. Bon. Et moi, je dis, vous allez l'Europe voter d'aujourd'hui n'a rien à Parce voir. qu'il y a tout- Non, mais je ne vais pas le lâcher, vous inquiétez pas. Ouais. Qui vous allez voter? Comment Vous, à titre personnel, vous allez voter pour qui? J'attends de voir encore les dernières déclarations des uns et des autres. Et c'est pas faire de la politique. C'est parce que... Non, mais vous savez que vous avez une influence certaine, puisque mais oui. votre parcours, voilà, vous... Vous savez, l'influence que j'ai, moi, on me traite de complotiste, on me traite Ah oui, de ça, tout. c'est vrai que Alors, c'est- je nous le ça, il y en rappelle a quand d'autres même. aussi, hein. Ouais, mais non, mais justement. Mais dans le fond, je Il l'assume. y a que des hein. complotistes sur ce plateau, d'ailleurs. Exactement. On est ravis, Et on a l'assume. Et on l'assume. Et on l'assume. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est vraiment ce qu'il faut voir, et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y a une majorité qui se dégage pour dire on revoit complètement l'Europe pour la reconstruire. Et ça, je pense que c'est essentiel. Parce que si on ne la reconstruit pas, alors elle va exploser, Jérémy. il n'y aura plus d'Europe. Mais c'est ça, c'est-à-dire que cette élection est un enjeu pour l'Europe, enfin un tournant majeur et un enjeu de civilisation. C'est-à-dire que soit on continue avec l'Europe d'Ursula von der Leyen, du PPE, Ouais. de la gauche, de ce centre mou qui dirige l'Europe depuis 40 ans et qui nous a menés dans le mur, que ce soit d'un point de vue de l'industrie, de l'écologie, de l'immigration, de Oui, tout, de on est sécurité, qui en fait a détruit l'identité européenne et la souveraineté des pays européens, ou alors on dit qu'on change tout, et en effet il faut une modification renverse la des table. traités, on renverse la table, il y a une possibilité d'alliance entre les deux partis
conservateur du Parlement européen, s'il y a une alliance entre ces deux partis, il y a la possibilité d'avoir une quasi-majorité presque à égalité avec le PPE, et là on pourra avoir des changements de politique au niveau européen, là on pourra réellement modifier les traités, changer sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, sur les questions énergétiques, et c'est la seule façon qu'on a de préserver l'identité européenne, sinon on mourra et on aura une Europe avec des territoires sécessionnistes, avec en fait une Europe explosée en 1000 morceaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec tous les trois, mais du coup, vous me conseillez de voter pour qui pour qu'on arrive à ce résultat? Je vous dis, il y a plus... À 7 heures. Mais à 7 heures, il y a plusieurs partis qui répondent à ça. Il y en a deux. Il y a il y a RN et Reconquête. LR, je suis désolé, ils ont voté pour Ursula von der Leyen. Attendez, je suis moins sûr que vous. Justement, je pense qu'ils sont en train de changer. Non, là, vous ignorez complètement les choses. Ils sont en train de changer. Mais attendez. Mais je ne supporte pas Mélanie. Je connais PPE, j'étais membre du PPE à l'époque. J'ai même été au bureau du PPE quand il y avait l'école et tout ça. Donc je connais. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la réunion du PPE, les 800 délégués qui devaient élire van Leyen, c'est Bellamy qui a monté l'offensive contre elle. Elle n'a eu que 400 voix. Et c'est la suite de ça, le courageux Thierry Breton, qui est toujours derrière van Leyen, a dit « Moi, je suis aussi candidat ». Rappelez-vous. En fait, c'est Bellamy qui a démonté complètement van Leyen. Donc, ne dites pas n'importe quoi. Je dis ça parce qu'on a besoin d'avoir toutes les informations. Le problème, c'est qu'avec l'Europe, moi j'étais vice-président de la Commission européenne, donc j'étais tout le temps à Bruxelles, je vois les choses, c'est que tout le monde l'ignore. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et c'est un peu des problèmes. Et je rejoins pratiquement toutes ces thèses-là. Il faut qu'on change les traités. Il faut qu'on casse cette administration. L'Europe est dirigée par des fonctionnaires. Moi, j'étais très copain avec comment s'appelle, Juncker, qui est un de mes amis. Il me dit, mais Yves, théoriquement, qui dirige? C'est le Conseil européen des chefs d'État. Mais pas du tout. Ils arrivent, ils ne connaissent pas les dossiers. C'est la Commission qui dirige. C'est la Commission qui a tel pouvoir, et la Commission qui dirige. Ce sont les grands directeurs qui ont beaucoup plus de poids que tous les ministres et les plus grands ministres de toute l'Europe. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Parce que le Parlement européen a un seul pouvoir. C'est de pouvoir cautionner ou refuser le président de la Commission. C'est le seul intérêt qu'elle représente ce Parlement. Et c'est là qu'est très important. Voilà. Et c'est vrai que si on arrive à changer cette majorité, j'allais dire, moi je suis centriste d'origine, donc je peux les critiquer, cette majorité sans trop, on fait rien du tout, eh bien, on peut peut-être sortir de là. C'est-à-dire que si on a un président de la Commission européenne qui est issu du bloc conservateur du Parlement européen... Ils sont majoritaires, parce que le président de la Commission européenne, c'est la majorité. Non, mais je suis d'accord, mais s'ils sont majoritaires, on a un changement de président de Commission européenne, là on peut avoir réellement des changements, parce qu'en effet aujourd'hui la Commission européenne qui a le monopole, je le rappelle, sur les propositions de loi au niveau européen, puisque les parlementaires n'ont absolument pas le droit de déposer des propositions de loi, si on ne change pas ces fonctionnaires-là, mais on restera bloqué pendant encore 40 ans. C'est pas un problème. Eh bien, ça sera le mot de la fin en tout cas. Mais alors, quand vous dites on a pour 40 ans, non. Ça explosera. Ah oui, ça explosera, oui. Parce qu'on est quand même au bord de l'explosion, quand même. Hein. Et d'ailleurs, être en frontal, en politique, ça vous a jamais tenté, non? Parce que finalement, vous êtes un homme de l'ombre. Non, parce que dans ma famille, il y en avait tellement que dans la politique, moi, j'avais pas envie. Moi, je suis un homme de l'ombre. On vous a déjà demandé, oui, comme demande. On m'a demandé, Qui vous a demandé? Là, cette fois-ci, pour les Européens. Il y Européens. a très longtemps, il y a très longtemps. Je sais pas, c'était après. Mais là, aujourd'hui, aux Européennes. En 68, oui. Pour les Européens, parce qu'on a vu des gens venir. Aux Européennes, non, vous avez pas demandé. Non, ça m'intéresse pas. Allez, on termine avec les dessins d'Ignace. Je vous demande de l'applaudir à chaque dessin. Tout d'abord, à chacun sa peine. D'un côté, justice, aménagement de peine. Et je devine que c'est Dupond-Moretti. Et de l'autre, Mohamed Amra, peine de mort pour les forces de l'ordre. Il faut être intraitable avec le trafic de drogue. Je laisse la responsabilité de ce dessin à Ignace. Que méritent les inventeurs du Sniffy? Vous savez, il y a quelqu'un qui a réussi à ça, c'est incroyable ça. Vous savez, des gens qui ont fait cette copie de la coke là, eh bien ils risquent le Newfie. Et enfin, 76% des Français jugent Macron nul en sécurité. Macron, c'est Macam, et on devine que c'est évidemment un prisonnier. Enfin voilà, fripouille ou honnête gens, si vous aussi vous êtes portraituré ou caricaturé, eh bien si ça vous tente, vous pouvez le faire. C'est en allant sur le site designas.com qui va s'afficher tout de suite à l'antenne. Vous savez quelle est la tradition dans cette émission? À la fin, on donne un cadeau à l'invité. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a un joli portrait de lui. Donc voilà, on peut applaudir bien fort. Voilà, c'est pour vous. Voilà. Merci.
Mais ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'il y a la version caricature aussi. Ah, ouais, voilà. Non, mais ça va. Voilà, c'est bien. la voici. On applaudit bien fort Ignace. On en profite donc pour tous vous remercier. Tout d'abord, toute l'équipe de Bistro Liberté, ils sont très nombreux. Tout d'abord, Raphaël à la réalisation. Au son, j'avais oublié Pierre, donc la dernière fois. Au cadrage, c'est-à-dire derrière les caméras, il y avait ce soir Charles, on l'applaudit bien fort. Maxime, il est là. Ainsi que Lilian, le petit nouveau. À la production, bien sûr, Martial, Arnaud et Marine, bien sûr, Marine qu'on était ravis de retrouver. Et ensuite, Charles Mathieu qui ouvrait, bien sûr, les bouteilles, on l'applaudit bien fort. Merci à vous tous dans le public. Merci beaucoup, cher Alain Juillet. Merci Bruno Attal. On rappelle ton livre qu'on va voir s'afficher. Donc tout à l'heure, on l'a vu. On remercie aussi Yves Pozzo di Borgo ainsi que Régis Le Sommier et bien sûr Jérémy Marquis. On se retrouve dans 15 jours. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.